Euh, Cet après-midi, un polyhandicapé, car je suis breton, voileux, motard et psychanalyste. Ce qui fait lourd au final. Mon métier, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mon métier n'est pas de faire des conférences. Contrairement à ce que dit mon agenda d'ailleurs. Je ne sais pas si vous m'aviez faire ça. Mais donc, mon métier n'est pas. Non, t'inquiète pas, je vais me mettre tout à l'heure, pour l'instant. Mon métier n'est pas de faire des conférences, mais de gérer, d'animer un cabinet que j'ai créé et qui a 3 activités principales. La première, une de formation sur comment peut-on former des managers à un management sans risque psychosocial. Vous voyez que. Et puis, deuxièmement, de m'occuper des gens qui ne se voient pas bien du tout au travail, qui se retrouvent ou malades du travail ou très très mal avec le travail. Et puis aussi de proposer des outils d'évaluation de la qualité psychosociale, comme on dit aujourd'hui, d'une entreprise. Sans faire de questionnaires, des lourds questionnaires déclaratifs, que dire oui, je suis stressé, oui, j'aimerais bien gagner plus, oui, j'aimerais bien travailler moins, etc. etc. Tu sais, ça pourrit bien ce genre de choses. Donc on fait plutôt des analyses de discours, des analyses de contenu du discours de l'entreprise. Ma spécialité à moi, en réalité, c'est... alors je suis psychanalyste, c'est vrai, mais ma spécialité, c'est devenu assez rapidement la question... je vais taper dedans. C'est devenu la question du lien au travail. Parce que un beau jour, je me suis rendu compte que finalement, si on voulait obtenir des résultats, il fallait d'abord se pencher sur la question du lien profond entre une personne et son travail. Or, peu de psychanalystes s'étaient occupés de la question. Les psychanalystes, vous savez, d'habitude, ils s'occupent du sexe, pas de l'amour, on va dire. Bon, voilà, c'est normal. Ça ne veut pas dire que le sexe ne m'intéresse pas, je préviens, en tout cas, ceux qui seraient éventuellement candidats, mais la question du travail, les psychanalystes s'étaient très très peu penchés sur cette question-là. Et donc finalement, quand on parle de coaching, la question qui vient derrière, c'est, mais quand on coach quelqu'un, est-ce qu'on sait à quoi on touche? Vraiment. Quand on parle de risques psychosociaux, est-ce qu'on sait donner une définition simple des risques psychosociaux? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est touché à ce moment-là? Là, je dois dire que je n'ai pas trouvé beaucoup de réponses. Mais que, par chance, le problème m'intéressait depuis 30 ans, je devais m'en charger, plus ou moins, sans savoir d'ailleurs que ça me mènerait un jour ici, puisque moi, mon boulot, c'était de soigner des patients psychotiques, des malades mentaux, puis je me retrouve dans l'entreprise. Cela dit, peut-être qu'il n'y a pas tant de différence que ça, mais bon. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est ça, mon travail. Et vis-à-vis de la question des risques psychosociaux, vous voyez bien que ce n'est pas une activité qui m'intéresse en soi. Moi, mon thème, ce n'est pas les risques psychosociaux. Mon thème, c'est la question du lien au travail quand il est abîmé. Parce qu'à ce moment-là, je dois me demander, mais qu'est-ce qui est vraiment abîmé? Alors, ce que je voudrais faire avec vous ce soir, c'est échanger sur une dimension particulière. Au fond, quand on parle de risques psychosociaux, est-ce qu'on sait à quoi on touche, pourquoi on en parle, et pourquoi c'est devenu aussi important? Et puis peut-être, s'il nous reste 2 heures, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce savoir, ces informations que j'aurais essayé de vous donner. Alors, il y a une règle du jeu qu'on a essayé d'appliquer cet après-midi. C'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à occuper le terrain. Hein, j'ai aucun problème pour ça, au bout d'un moment. Alors, on m'a appris à m'arrêter, mais je m'arrête à l'instant. Si vous faites un signe comme ça, c'est pas obligé de faire comme ça, hein. Vous faites juste comme ça, et en général, quand j'ai repéré le geste, pouf, alors là, je m'arrête, on écoute la question, ou la remarque, ou le témoignage que vous avez à faire à ce moment-là, et en général, ça marche plutôt bien. Alors, il faut quand même me laisser un petit peu dérouler le truc, hein, comme il y a des gens, j'avais même pas parlé, qu'il y a des gens qui posaient déjà des questions sur, bon, non, c'est pas du jeu. La question des risques psychosociaux, vous savez qu'on en parle beaucoup. Un des problèmes... Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est les risques psychosociaux. C'est le stress, la souffrance au travail, les questions de harcèlement, la question de dépression au travail, l'usure, la génération Y, les gens qui ne savent plus se comporter par rapport au travail, les gens qui sont découragés d'aller au travail, les gens à qui on donne tout et qui ne veulent plus travailler. Mais c'est quoi cette histoire? Ça va qu'on arrive, hein? Vous avez vu, hein? Ils essaient d'arriver doucement comme ça, mais en réalité, c'est pour qu'on les remarque. Donc, je profite pour François, je suis heureux de t'accueillir. C'était fait exprès.
Donc, la vraie question des risques psychosociaux, sous cette définition-là, la vraie question qui se pose, c'est que globalement, c'est compliqué. Globalement, c'est compliqué parce qu'on sait bien que même une situation très simple de risque psychosocial, les managers qui doivent s'en occuper sont très très vite perturbés par cette dimension-là. Quelqu'un me raconte une fois qu'au moment où il arrive dans son service, donc, qui dirige, ce manager, il arrive et il dit, et il voit un gars à côté du photocopieur, un grand gaillard d'ailleurs, qui pleure. Il a été briefé, c'est dans une entreprise de télécommunications, avec un logo spécial. Donc il a été briefé depuis longtemps, maintenant, et donc il s'approche de lui, il lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas, si tu veux, tu n'as qu'à venir un petit peu dans mon bureau, on pourra échanger là-dessus. Bon, on voit bien qu'il a été formé, hein, quand même. Hein. Manager, mais humain quand même. Quoi. Et donc, alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a? Et l'autre ne répond pas. Alors, il insiste, il dit, si je peux me permettre, tu sais, n'hésite pas à m'en parler, tu peux bénéficier de la confidentialité, je peux peut-être t'apporter quelque chose, ou en tout cas, être à l'écoute. Et le gars ne répond toujours rien. Et l'autre attend un petit peu, et à ce moment-là, le type redresse la tête, il dit, merde, fous-moi la paix, tout le monde a le droit d'avoir ses problèmes quand même. Et il part en claquant la porte. Bonjour, la formation. Peu embêtant. Alors, vous voyez, très très vite, ça devient compliqué les risques psychosociaux. Parce qu'on pensait avoir au moins une technique, enfin avoir une connaissance du problème. On se dit, il a sans doute un problème, si je peux l'aider, je vais le faire. Et l'autre t'envoie balader. Tu vois, bon. Alors, les choses se passent. Et 6 mois après, le type revient, frappe chez son manager et dit, je peux te voir 5 minutes? Après, là. Il dit, tu te rappelles le coup que je t'avais envoyé balader là? Alors tu dis, oui, je m'en souviens très bien. Mais il dit, je voulais m'excuser. Parce que, il dit, à l'époque, c'est vrai que j'allais pas bien du tout, mais que je m'en rendais pas compte, que je ne savais pas que ça se voyait autant, et ça m'a vraiment fâché que tu me dises, bon, écoute, il y a quelque chose qui va pas, dis-moi. Mais il dit, finalement, ça m'a tellement fâché que le soir, j'en ai aussi parlé avec ma femme qui me dit, ça fait des jours que je te dis que tu vas pas bien, tu devrais faire quelque chose. Et il dit, à vous deux, vous avez quand même réussi à faire consulter un médecin. Donc il dit, voilà, depuis 6 mois, on va dire, j'ai fait des trucs, hein, j'ai pris des médicaments, entre autres. Voilà. Maintenant, ça va mieux. Donc je voulais te remercier. Ça veut dire que vous voyez que la question des risques psychosociaux, ça paraît essentiellement compliqué, surtout parce qu'on ne sait pas comment faire avec. On pensait que c'était simple, il y a un problème, une solution. Là, la solution, elle n'est pas immédiate, par exemple. Hein, mais que ça vaut le coup quand même de faire quelque chose. Et puis, les risques psychosociaux, c'est compliqué aussi, parce que peut-être on a des idées fausses sur le travail. Alors, et puis, une autre dimension aussi, c'est qu'on a tendance à penser vis-à-vis des risques psychosociaux, la première question, c'est à qui la faute? Ça, c'est normal. C'est la question de la culpabilité. Chaque fois qu'on est devant un problème compliqué, l'être humain a une certaine tendance, surtout s'il est névrosé normalement, surtout à avoir de la culpabilité. C'est normal, c'est ça qui fait une grande part de la relation. On s'identifie à l'autre, on dit c'était un problème, peut-être pas. Voilà. Alors, on cherche à qui la faute, mais tout de suite, avec la même réponse, pourvu que ce ne soit pas la mienne. Déjà. Alors, vis-à-vis des risques psychosociaux, c'est la question qui se pose souvent. Je t'en prie, viens parler, si tu ne te sens pas bien, peut-être on peut savoir d'où ça vient, à qui la faute, pourvu que ce ne soit pas la mienne. C'est aussi ça qu'il a entendu quand même. Alors, très souvent, on va chercher la faute ailleurs. Alors, une première façon de trouver la faute, c'est on dit, ça c'est la faute à la morale. Alors, faute à la morale, ça veut dire on va chercher ce qui est bien, ce qui est mal. On va chercher ce qui est bien, ce qui est mal. Bon, d'accord, il va pas bien, le gars, mais quand même, il mène une vie de patachon, quand même, on va dire, dans l'ensemble. C'est un petit peu de sa faute aussi, tu vois bien. Et donc, je parle de la morale ordinaire, là. Hein, oui, et puis bon, il faut dire qu'il a peut-être des problèmes personnels, quand même, dans l'ensemble. Hein, donc, c'est peut-être pas à nous de nous en charger. Hein. Ouf, on a trouvé... alors, si c'est pas ça, on va dire que c'est la faute à l'idéologie. Pourquoi les gens ne sont pas bien au travail? C'est la faute au nouveau capitalisme mondialiste qui fait passer finalement l'argent avant la valeur de l'homme.
Et donc, finalement, les gens, ils ne sont pas bien parce qu'ils sentent bien qu'ils sont juste des objets après la question de l'argent. Je peux vous faire la même, de droite. Hein. Je veux dire, pourquoi les gens ne sont pas bien? C'est normal. C'est à cause des vieux restes du communisme traditionnel, tu vois, les plans, l'État-providence, les mecs se sentent complètement liés. Et quand ils veulent inventer, faire des nouvelles choses, ils ne peuvent pas. Et donc ils dépriment, et forcément, ça ne va pas bien. Alors moi, j'en sais rien. Sans doute que le débat est intéressant, mais c'est un débat qui ne fait absolument pas avancer la question des risques psychosociaux, c'est-à-dire pourquoi les gens souffrent au travail. Alors heureusement, il reste une dernière solution, c'est la solution du management. On dit, on va pas chercher à qui est la faute, d'accord, on va essayer de manager. Or, c'est très étonnant. Autant les entreprises, sur un plan purement opérationnel, peuvent démontrer la capacité à inventer des outils qui sont de vraies dentelles, des œuvres d'art en matière de management. Quand il s'agit des risques psychosociaux, on les retrouve tous dans une dimension qui est un petit peu décevante et qui revient aux vieilles notions de la carotte et du bâton. Au fond, pourquoi ils ne vont pas bien? C'est parce qu'on n'est pas assez gentil avec eux, donc il faudra leur donner plus de RTT ou des choses comme ça. Ou alors du bâton, ouais, mais ils ont besoin un petit peu, on va pas dire une bonne guerre, enfin bon, globalement, moi de mon temps, c'était autrement plus difficile, alors il faudrait y aller. Donc vous voyez, on revient toujours à ces solutions, la carotte et du bâton. Alors, il y a des solutions sophistiquées qui consistent à prendre la carotte pour un bâton ou le bâton pour une carotte. Donc les gens qui disent un coup de bâton, un coup de carotte. Donc, mais de fait, on n'a pas avancé d'un iota sur la question. Alors, mais c'est quoi le travail d'ailleurs? On devrait bien savoir, puisque c'est tellement compliqué de trouver des raisons. Quand les gens ne vont pas bien au travail, on n'arrive même pas à trouver à qui la faute. On a tendance à penser que le travail est un objet extérieur. Ça, c'est une première erreur sans doute. Le travail a toujours été considéré par nous comme un objet extérieur. Au fond, alors qu'il y a deux caractéristiques. La première, c'est le travail, c'est une espèce de gâteau, donc c'est bien un objet extérieur, et on a le droit de mordre dans le gâteau, d'avoir une part, à condition de suivre un certain nombre de manœuvres codées, qui sont bien connues, que vous connaissez aussi. Première manœuvre, être gentil avec ses parents. Deuxième manœuvre, être obéissant avec la maîtresse. Troisième manœuvre, c'est le pivot de l'ensemble du système, passer son bac d'abord. Quatrièmement, intégrer une école, une petite, une grande, on s'en fout, BEP, ENA, c'est toujours 3 lettres. Et puis au final, apprendre son boulot, parce qu'on sait bien, c'est pas à l'école qu'on apprend son boulot dans l'ensemble. Si tu fais tout ça, tu auras le droit de mordre dans le gâteau. Donc le travail est bien un objet à l'extérieur. Et d'ailleurs, alors mordre dans le gâteau, tu as une grande part, une petite part, ça dépend. C'est des grosses miettes. Il y en a qui mordent des gros morceaux dans le gâteau. Ça s'appelle un parachute doré. Ou alors une retraite chapeau, tiens. Alors. Mais vous voyez bien que dans cette dimension-là, qui revient assez bien à la représentation normale que peut avoir du travail, oui, on travaille bien à l'école, du coup c'est une juste récompense, on leur montre dans le gâteau. On considère encore le travail comme une dimension extérieure. C'est une dimension extérieure, et en plus, elle est plutôt contraignante. D'ailleurs, on voit bien que le travail est en général considéré comme une contrainte quand on entend des gens qui parlent du travail et qui disent « Comment ça va ?» Comme un lundi. C'est-à-dire, vivement le week-end, parce que j'attends les vacances avec une impatience, tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire que globalement, vivement la retraite. Après quoi, on te dit, et alors finalement, j'en reprendrai bien un petit peu. Parce que, tu vois, après la retraite, c'est un petit problème. Alors, c'est une réalité extérieure, le travail, et en plus, c'est une réalité contraignante. C'est d'ailleurs pour ça que la démarche habituelle vis-à-vis des risques psychosociaux, c'est une démarche ergonomique. C'est-à-dire que si le travail est une contrainte, le progrès social ou psychologique consiste à lever la contrainte. Tu vois ? Le travail, c'est pesant, donc on met à 35 heures, hop, et normalement, ça va bien. On lève la contrainte. Ou alors, c'est à cause de l'organisation qui est trop dure, donc on allège l'organisation, et normalement, ça va mieux. Sauf qu'on allège l'organisation, les heures de travail, tout le bazar. Alors là, c'est de pire en pire. Je me suis suicidé. C'est pire. On dit, mais il y a quand même quelque chose d'un paradoxe complètement incompréhensible. C'est-à-dire, le travail est une contrainte, c'est vrai, un objet extérieur qui pèse, et quand on allège ce genre de contrainte,
les problèmes deviennent alors beaucoup plus compliqués encore et plus psychologiques. Ça s'appelle les risques psychosociaux. Alors peut-être qu'on s'est gouré sur la considération du travail. Parce que peut-être que le travail, ça n'est pas que cet objet extérieur qui s'impose. Peut-être que c'est quelque chose qui nous appartient. Peut-être que c'est un objet qui est à nous. Un jour, j'interviens à France Télécom, j'ai négocié le droit de me balader pendant 2 jours dans l'établissement central, direction régionale, et je peux interroger qui je veux sur son travail, comme je veux. Ouais, bah, lettre de mission, j'ai le droit, les gens, je leur garantis la confidentialité, et à ma tête, je vois bien que je ne suis pas du genre à balancer à tout bout de champ. Comment si? C'est pas l'impression que vous avez? C'est bon. Tant pis. Et donc, je discute avec lui, je rencontre un gars qui est dans une grande salle, comme ça, il est en train de travailler sur un ordinateur avec une application qui a l'air très très compliquée, c'est un mélange de statistiques et de domaines techniques, enfin bon, lui d'ailleurs c'est un ingénieur de formation, il fait ce truc-là, et ça a l'air d'aller bien d'ailleurs, il est peinard hein, dans son grand bureau, et on discute tous les deux, et au bout d'un moment il me dit, c'est marrant tout ce que vous me dites sur le travail, ça me rappelle une anecdote qui m'est arrivée. Alors là je prie les personnes sensibles de s'accrocher au banc, parce que vous allez voir, l'histoire n'est pas très très facile à entendre. Bon, vous verrez bien. Donc il dit, voilà, c'est l'histoire qui m'est arrivée. J'étais à mon application, comme vous voyez maintenant. Je vois arriver un collègue d'un autre couloir de l'entreprise qui vient voir pour une histoire qui n'a rien à voir avec le travail. D'ailleurs, il vient chercher une bonbonne pour mettre sur la fontaine à eau qui manque dans leur couloir. Il me demande s'il peut en prendre une. Je lui dis, bah oui, on prend une ici, tu nous la rendras la prochaine fois. C'est quoi. Et puis, avant de partir avec sa bonbonne, il regarde mon application sur laquelle je travaille, et il me dit, « Ah bon, tu fais comme ça, toi ?» Alors moi, je le regarde, je dis, « Bah oui, il y a moyen de faire autrement. » Il regarde et il me dit, « Non, non, laisse tomber. » Vous voyez le côté dramatique de la scène? Ça vous horrifie pas, ça? Non, moi non plus, je dois vous dire. Parce que si ça va être horrible, dire il se passe des choses horribles des milliers de fois par jour dans l'entreprise. Vous voyez bien, c'est de la poussière, c'est rien du tout. C'est un incident qui n'a aucune espèce d'importance ni d'incidence. Ah, tu fais comme ça, toi? Ah, bon, c'est tout, voilà. D'ailleurs, c'est ce que pense mon interlocuteur, parce qu'il me dit à ce moment-là, j'ai haussé les épaules et j'ai continué mon boulot comme avant. Enfin, comme avant. En travaillant, elle me dit, il y a moyen de faire autrement. Donc je ne saurais pas exactement comment faire. Peut-être que parce que je ne suis pas devenu vieux, ou alors il y a des choses qui m'auraient échappé. Puis au bout d'une heure, je dis mais alors il faut que j'arrête quoi. Tu sais, des idées comme ça, parasites qui viennent comme un moustique pendant l'été. Il finit par éloigner l'idée, c'est bien. Et puis il continue sa journée de travail, assez longue d'ailleurs, il y a pas mal de réunions l'après-midi, tout ça. Il rentre tard chez lui le soir, sa femme l'accueille, et elle a préparé à manger, évidemment. Non, enfin, en tout cas, elle l'accueille et elle lui dit pendant le repas, et au fait, ça s'est bien passé ta journée de travail, mon chéri? Et lui, il dit, bah, comme une journée habituelle à France Télécom, cas suicidé, non. Donc, il dit, comme une journée normale de travail. Et puis, il continue à manger, il discute de tout, de rien, puis il dit, oh, tu sais quoi? Cet après-midi, là, enfin, plutôt ce matin, il y a, tu sais, Philippe, le gars qu'on avait rencontré au tournoi interprofessionnel de tennis, là. Mais si. Bon, en tout cas, ce mec-là, il vient dans mon bureau, tu sais ce qu'il fait? Il arrive pour une histoire de bouteille d'eau, et à un moment, il regarde mon application et il dit « Ah ah, c'est pas possible, tu fais comme ça, toi ?» Moi, je lui réponds « Bah évidemment, il n'y a pas moyen de faire autrement. » Et le mec, il me dit « Bah c'est ça, ouais, t'as qu'à continuer, quoi. » Puis il s'en va en rigolant. Mais pour qui il se prend, ce mec? Il va quand même pas m'apprendre mon boulot. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une certaine différence, hiatus, entre l'histoire comme elle s'est passée, et la façon dont il me dit l'avoir racontée à son épouse. D'ailleurs, son épouse a l'air un petit peu surprise, et elle lui dit, d'après ce qu'il me raconte, elle lui dit, elle ouvre des yeux grands comme ça, puis elle me dit, mais enfin, calme-toi, mon chéri, à mon avis, il s'est pas passé grand-chose. Elle dit, c'est à ce moment-là que je suis redescendu de mes grands chevaux, et que je me suis rendu compte de la différence. C'est-à-dire qu'une idée qui avait l'air de rien du tout, une espèce d'incident, mais qui est de la poussière. Au fond, cette idée-là que j'avais éloignée, elle avait continué à tourner quelque part, à l'intérieur de moi, pour ressurgir quelques heures après, sous une forme tout à fait étonnante, qui était d'abord exagérée, colérique et complètement arrangée, en fait. Avec une histoire qui est dit, ça m'a vraiment surpris. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez une explication autour de ça? Évidemment, psychanalyse, c'est toujours une explication. Non, effectivement, la question se posait, mais ce que vient de découvrir cet homme-là, au demeurant que tu as dit très
sympathique, il n'a pas beaucoup souffert hein, de l'histoire. Ce qu'il vient de découvrir, c'est que le travail est aussi une dimension qui est susceptible de faire vivre une certaine susceptibilité. On dit qu'il y a un narcissisme professionnel. C'est-à-dire qu'au fond, dans le travail, il y a aussi une image de moi. J'aime pas beaucoup que les gens puissent, comme ça, critiquer mon travail. Après tout, ça m'appartient. Et quand il y a de la susceptibilité, comme ça, les psychanalystes le savent bien, ça veut dire qu'on a touché une dimension identitaire. Ça voudrait dire donc qu'il y a une identité professionnelle? Ben oui, s'il y a la susceptibilité quand on parle. Alors, pour préciser cette notion d'identité professionnelle, deux exemples. Il y a d'autres dimensions qui sont identitaires. Hein. Première dimension identitaire, la plus naturelle, la plus évidente, la plus constante, c'est le corps. L'allure qu'on a. Tu vois, c'est... Bon, ça fait partie de mon identité. Et là, quand Gwen, mon épouse, il n'y a pas très longtemps, elle me dit « T'as quand même pris beaucoup. Hein. » J'ai dit « Ça va, je gère. Je sais ce que je fais. Fous-moi la paix, merde. » Oula, elle se sent bien qu'elle a touché un point délicat, susceptible, si tu veux. C'est donc qu'effectivement, elle a touché une dimension identitaire. Je suis d'ailleurs très surpris, parce que c'est une femme en général plutôt maline, et elle n'a toujours pas compris. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris ça, parce que quand elle me dit « Tu trouves pas que j'ai un peu pris, non ?» Donc je sais ce qu'il faut dire. Je dis « Non, tu es comme au premier jour. » C'est bien évident qu'il faut répondre à ça. Il ne faut pas toucher comme ça des dimensions aussi identitaires. Autre dimension identitaire, la famille, pas la génération, là, la place qu'on a dans la famille. Moi, je ne me suis pas bien entendu avec mes parents. J'ai des gros problèmes avec l'autorité. C'est pas parce que mon père était militaire et ma mère institutrice. Hein. Mais enfin, quand même, j'avais des petits problèmes avec l'autorité. À 16 ans, plop, j'étais parti. J'ai renoué avec mes parents petit à petit, et puis je faisais l'effort de maintenir un minimum de liens, et en particulier, je venais au repas de famille que ma mère organisait à Pâques. Elle tenait beaucoup à ce que je vienne au repas de Pâques, donc je venais au repas de Pâques. Je venais avec Gwen, mes enfants, tout ça. Mais évidemment, je me tenais à 4 pendant tout le repas, et puis en repartant, à la boîte de vitesse, elle avait tendance un petit peu à grincer. C'était un petit peu énervé. C'était waouh, j'étais là. Mon père, toujours le même vieux connard, ma mère, c'est pas possible, toi aussi. Et là, Gwen, toujours la même. J'ai arrêté de changer, je garde la même. Et Gwen, pour être gentille avec moi, je pense, elle me dit quelque chose du genre oh, c'est vrai, mon pauvre vieux, ta mère, quelle emmerdeuse. Là, il y a quelque chose qui bascule. Et je me retrouve avec surprise en train de lui dire oui, mais elle a beaucoup souffert. Oh là, elle sent qu'il ne faut pas y aller, toi. Moi, j'ai le droit de dire du mal de ma famille, parce que c'est moi. Mais ça fait partie de mon identité. Si quelqu'un y touche, ça me rend très susceptible. C'est bien une dimension identitaire. Il y a plein d'autres dimensions identitaires, on ne va pas les faire toutes. Ah, il y a la question de la religion, il y a la question de la virilité ou de la féminité. Hein. On dit, voilà, les hommes sont très susceptibles hein, sur la dimension de la dimension, vous savez. Hein. Vous savez pourquoi les femmes ne savent pas faire des créneaux? Hein, vous connaissez l'histoire? Depuis le temps qu'on leur dit que ça fait 20 cm. Elles font quelques erreurs d'appréciation. Bon, alors, on n'est pas là pour dire des cochonneries, on est là pour comprendre la question des risques psychosociaux. Ça veut dire que, au final, peut-être bien qu'il y a une dimension du travail qui est très particulière, qui n'enlève pas l'autre, et qui ne relève pas d'une dimension ergonomique. C'est-à-dire, c'est pas en améliorant les conditions de travail qu'on va arranger les choses, parce que c'est une dimension intérieure et identitaire. Donc la question qui va se poser, c'est, bon, c'est quoi l'identité professionnelle? L'identité, c'est un concept philosophique qui a fait beaucoup parler de lui, dont on citait beaucoup d'auteurs, déjà des grands classiques, Aristote, et puis Kant et Hegel, bien sûr, Sartre un petit peu, on a parlé, Nietzsche surtout, c'est une dimension importante. Donc on va les passer en revue, tous, les uns après les autres, si vous voulez. Et puis sur le coup de 23h, 23h30, on pourra peut-être passer à la question des risques psychosociaux, si vous êtes d'accord, évidemment. Bon, puisque personne ne proteste. Je pense que vous êtes d'accord. Le problème, c'est que je n'ai pas la culture suffisante pour vous expliquer ce genre de choses. Et puis, quand même, c'était pas le contrat qu'on avait parlé. Hein. Donc, on va essayer de traiter différemment la question de l'identité professionnelle. Pour ça, en règle générale, je me sers d'une image particulière qui est une métaphore, et qui est la métaphore de la montgolfière. C'est tout ce que c'est qu'une montgolfière, un aérostat, avec un aérostier, ici, c'est-à-dire le montgolfier, si je puis dire. Monsieur qui est là. Alors, la métaphore n'est pas la science,
réfléchissez bien, hein, c'est qu'une métaphore, c'est-à-dire pour se comprendre rapidement, intuitivement, sur un certain nombre de points concernant le travail. Alors, pour démarrer la montgolfière, filer la métaphore, on va dire les choses suivantes. Il y a la même relation entre moi et mon travail qu'entre un aérostier et son aérostat. Ne cherchez pas, il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est juste pour commencer la métaphore. Hein. Maintenant, on va commencer à filer le truc. D'accord ? Premier exemple. Eh bien, l'aérostier n'est pas son aérostat. Pour lui, c'est un véhicule. C'est pas autre chose que un véhicule. Bon, comme on dit de la même façon, moi, je ne suis pas tout entier dans mon travail. Et d'ailleurs, si on devait chercher quelque chose qui définisse ou qui symbolise notre existence, on ne dirait pas que c'est le travail. La première chose qui va nous venir à l'esprit, c'est la question de l'amour. Bien sûr, c'est l'amour qui définit notre existence. L'amour en premier. Hein, il y a deux choses importantes dans la vie. La première, c'est l'amour. La deuxième, c'est quand même le travail. Donc, on a beau ne pas être tout entier dans le travail reste quand même quelque chose d'important. Alors, c'est quelque chose d'important parce que, comme pour la montgolfière, comme l'aérostier dans son aérostat, il attend que la montgolfière, elle monte. En tout cas, que ça le fasse monter. Ou au minimum, que ça ne le fasse pas descendre. C'est-à-dire qu'il reste à un niveau à peu près toujours le même. Quand ça commence à baisser, c'est pas bon. Hein, on commence à dire, ça baisse, ou l'ambiance, ou les progrès, ou la paix. Alors, on en attend. Je ne suis pas fâché. Ça ne lui plaisait pas. Donc, on en attend beaucoup de choses. On en attend, par exemple, aussi que ça nous fasse voir du pays. Alors là, ça s'appellerait plutôt la carrière. On en attend aussi une certaine représentation, comme les couleurs des montgolfières, dont se servent les publicitaires pour faire passer des messages. Il y a des jolies couleurs. Ça peut être intéressant d'appartenir, par exemple, à une entreprise ou de faire un travail qui est socialement valorisé. Hein, les gens qui ramassent les poubelles dans ma rue, l'autre jour, parce qu'il y a une poubelle qui était cassée, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, un tout petit peu. Hein, et le gars me dit au bout d'un moment, ouais, mais attends, avant, je sais quoi, avant, nous on était des boueux, mais aujourd'hui, on sauve la planète. Il m'a dit oui, c'est vrai. Donc tu vois, il avait pris des couleurs, sa montgolfière. Bon, c'était assez intéressant. Donc, vous vous rappelez peut-être de ce vieux film qui s'appelle Une époque formidable, avec Junio, où j'ai le rôle d'un mec qui avait été nommé cadre. Et puis, alors, il met la cravate, tout ça, et puis il manque de bol et il est viré. Très rapidement. Et donc, il n'ose pas, parce qu'il a vu le regard de sa femme et de ses enfants qui dit oh, tu es cadre. Et il n'ose pas dire en rentrant, bah voilà, c'est fini, hein, dire cadre, bah, d'accord, mais viré. Quoi, il n'ose pas dire. Alors il fait comme si comme s'il n'avait pas été viré. Et pendant des semaines et des semaines, il fait semblant de partir au travail et de revenir au travail, etc. En permanence, alors évidemment, il vit des galères pas possibles pendant ce temps-là avec des SDF, mais parce que la représentation sociale que va donner le travail est une dimension très importante. Alors donc, on n'est pas entièrement dans sa montgolfière, c'est vrai, mais quand même, c'est quelque chose de très important. La preuve, c'est que si on coupe brutalement le lien entre une personne et son travail, s'ensuit un phénomène qui a beaucoup à voir avec la gravitation universelle, hein, et dont les dégâts, à l'arrivée, ne sont pas forcément jolis à voir. Alors on a inventé un mythe pour contrer ce genre de risque. On dit, ne t'inquiète pas, tu vas rebondir. Alors, si la métaphore est juste, que mon lien au travail est du genre de la... Si tu vas dire à un aérostier, écoute, on va couper toutes les ficelles là, assez brutalement, tu ne t'inquiètes pas, tu vas rebondir. C'est bien que de toute façon, il faut voir les dégâts. D'abord, avant de penser à faire autre chose. Alors les dégâts, ça peut être variable, ça peut être la rancune, ça peut être la colère, ça peut être la dépression, ça peut être plein de choses comme ça. Mais c'est pas la peine d'imaginer que, oh, c'est pas grave, de toute façon, tu vas rebondir. Hein, en réalité, la solution, c'est de reconstruire une autre montgolfière. Ça, c'est pas un travail évident. Mais déjà, ça pourrait nous donner une première indication sur les choses qui sont à faire. Donc, c'est quelque chose auquel on n'est pas totalement identifié, mais quand même, ça reste important pour toutes ces raisons-là. Et globalement, on pourrait dire que c'est aussi, cette identité professionnelle, quelque chose de très fragile. C'est-à-dire que, comme toutes les montgolfières d'ailleurs, quand elles sont dehors, quand elles font des concours, c'est soumis à toutes sortes d'attaques. Hein. Alors il y a des atteintes qui ne sont pas grand-chose, on pourrait imaginer des oiseaux malfaisants qui font des trucs. Hein. Alors en réalité, en vrai, ils ont peur surtout dans les concours de montgolfières, parce que, tu sais, on les gonfle avec des brûleurs, là, puis il y a
plein de petites flamèches, et les petites flamèches, elles font des petits trous, comme ça, dans les... Alors, ça, c'est embêtant, parce qu'à force de faire des petits trous, si tu veux, ça pourrait finir par faire l'équivalent d'un gros trou, donc c'est un petit peu embêtant. Alors, au travail, c'est pareil. Ah, on a toutes sortes de petits ennuis, des choses qui ne te plaisent pas. Alors, je donne un exemple. Démonstration pratique. Ah, tu fais comme ça, toi? Bon, rien du tout, hein. Tout petit trou, alors que dalle. Mais tu as besoin quand même d'une rustine le soir. Ah, c'est-à-dire, ton père et ta femme qui te dit, t'inquiète pas mon chéri, t'es jaloux, c'est pas passé grand-chose. Ah, tu fais une bonne rustine. Hein. Tiens, verse-moi donc un whisky. Deuxième rustine. On va la rembourser. Double dose de Glenfiddich. Ça commence à... Bon. Il peut y avoir d'autres rustines. Hein. Par exemple, le week-end en VTT, je me défonce comme un malade. Résultat, un coude dans le sac, 15 jours d'arrêt de travail. Le VTT, c'est reposant. Tiens, je m'achèterais bien une nouvelle paire de chaussures. Non, 2. Plus des petites sandales en sol. Ça, c'est un autre genre de rustine. Donc finalement, on a toujours besoin de quelque chose de l'ordre d'une rustine par rapport à toutes ces attaques. Et ce qui fait qu'après une longue vie de travail, eh ben, on a plutôt tendance à ressembler à la varicelle, hein, qu'à autre chose. Mais ça fait partie du jeu. C'est pas très grave, globalement. C'est pas très grave, on arrive à réparer. Mais il y a d'autres atteintes du travail. Par exemple, de l'identité professionnelle, en réalité. Par exemple, ce qu'on appelle les scuds. Alors là, il faut mettre une pièce en vitesse, toi. Puis recoudre ici, ça laisse des cicatrices. Bon, c'est jamais bon, les cicatrices. C'est pas aussi joli que les foies. Ça laisse toujours des fuites. Et puis on s'en remet complètement. On s'en remet jamais complètement. Des coups de scud au travail, parce que ça reste comme des traces, c'est un petit peu indélébile, quelque chose qui... Alors, exemple de scud. Le grand patron descend sur un des sites en province, et au bout d'un moment, avec le directeur du site, il discute, et puis il dit, de façon suffisamment discrète pour ne pas être entendu de plus de 30 personnes, il dit, ça sert à quelque chose, son boulot, au gars, là? Quand il est reparti sur Paris, le patron du site a géré quelques troubles sociaux. C'est pas, mais vous voyez, ça c'est typiquement... Ou alors un autre qui arrive et qui dit, oh là, tout ça, il faudra me raser, là. Bon, alors, autre exemple de scud, un patron d'un grand groupe de télécommunications à l'époque, qui dit à tous ses cadres en recherche et développement, bac plus 11 en moyenne, tu vois, recherche fondamentale et recherche appliquée, il les rassemble tous sur le site dans les Côtes d'Armor, là où puis il leur dit, bon, les gars, fini la pêche au moule. Hein. Et là, les mecs découvrent avec horreur que depuis 15 ans, ils sont en train de pêcher des moules. Ça, s'y attendait pas. C'est le site où il y a eu le plus de suicides. Alors, vous voyez que ce genre d'attaque, ça ne laisse pas vraiment indifférent. Si déjà, ah tu fais comme ça, toi, ça fait un petit trou, on peut imaginer ce qu'on peut faire de choses. Mais, alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vous êtes venus entendre des choses sur les risques psychosociaux, le stress, la souffrance au travail, toutes ces choses-là. Je vous raconte ça pour 2 raisons. D'abord, je vais vous donner pour une fois, je suis sans doute le seul consultant qui soit capable de vous donner cette chose-là, la définition simple des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, ce n'est jamais ni plus ni moins qu'une atteinte de l'identité professionnelle. Vous pouvez le prendre dans tous les sens. Dans tous les sens. On revient toujours à cette dimension-là. Encore faut-il savoir qu'il y a une identité professionnelle. C'est ce que ne savent pas tous ceux qui font de l'ergonomie. Deuxième dimension. Chaque fois qu'on doit s'occuper de la question des relations entre une personne et son travail, Dieu sait que ça arrive très souvent. Il n'y a pas besoin d'être DRH, consultant ou psychologue pour ça. C'est-à-dire quand on est manager, ou même quand on a un collègue avec soi. Chaque fois qu'on doit traiter de la question du lien entre une personne et son travail, il va falloir quitter son regard de myope. Car jusqu'à présent, chaque fois qu'il était question de ça, que ça aille bien ou que ça aille mal, on avait tendance à ne considérer de la question que cette dimension-là, c'est-à-dire la relation entre l'aérostier et son panier. Le panier, c'est quoi? C'est l'emploi.
Donc on dit, tiens, c'est marrant, là, mon montgolfière a l'air de descendre. En réalité, on ne voit que ça. Le panier a l'air de descendre. On dit, oh là là, il va falloir s'occuper de ça, dis donc. Hein, eh ben, occupons-nous de l'emploi. Tiens, du panier, tiens. On va lui mettre, sans doute, il n'a pas assez de coussins dans son panier. On va y remettre un petit coussin. Hein, un groupe de paroles, voilà. Ben, ça continue à descendre. Mais des fois, ça s'arrête. Des fois, ça remonte. Oh, on dit, tiens, je sais pas si c'était la vraie solution, mais des fois, ça marche. On va continuer. Ou alors, ça veut dire que sans doute, il veut un plus grand panier. Donc, on va le nommer. Hein, un plus grand panier. Voilà, des fois, ça marche, ça remonte. Puis des fois, au contraire, ça redescend. Ça marche des fois, donc on va continuer. Et alors qu'en réalité, quand on doit chercher le premier mouvement, de ce qui va ou de ce qui ne va pas au travail, eh bien on doit absolument quitter son regard de myope et faire un zoom arrière pour découvrir avec une grande surprise que finalement, le Deus ex machina de l'histoire, c'est pas du tout la question du rapport avec l'emploi. C'est vrai que c'est important, hein, d'être bien assis dans son panier, hein, d'avoir des petits coussins, un panier large, hein, avec les responsabilités qui vont avec, ça s'appelle le sac de sable. Hein. Des fois, ça a tendance à faire baisser les trucs. Hein. On s'aperçoit que la vraie origine de la question et du problème, c'est la question de l'identité professionnelle. Parce que là, on commence à comprendre un certain nombre de paradoxes. En fait, ce qui se passe sur l'enveloppe et sur le ballon n'a rien à voir avec ce qui se passe directement dans le panier, ou plutôt si, quand le panier descend, c'est que le ballon descend. Donc il y a une atteinte de l'identité professionnelle. Et quand le panier remonte, c'est peut-être qu'un certain nombre de trous, par hasard, ont été bouchés. Alors c'est vrai que l'aérostier, lui, ça bouge des trous quand on lui donne un plus grand poste, des fois. Là, ça lui permet de mettre quelques rustines, donc du coup ça remonte. Mais en réalité, ce qui compte essentiellement, c'est la question de l'identité professionnelle. C'est-à-dire le rapport au travail comme objet interne qui m'appartient. Alors là, c'est extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, on découvre que le travail, il aurait même une origine pulsionnelle. Psychanalyse. 2 secondes de psychanalyse. Vous savez, les psychanalystes disent, il y a un inconscient, c'est une énergie considérable, sauf qu'on n'y a pas accès. Mais globalement, l'inconscient, ça pousse. Oh là là, c'est la force psychique, l'énergie psychique qu'on met, partout où on est, c'est quelque chose de l'ordre de la pulsion, ça pousse. Alors on est obligé de mettre par-dessus, ça pousse tellement fort, qu'on est obligé de mettre des... Bon, pas que ça sorte trop vite, hein, c'est ça. Mais globalement, il y a des fuites. Il y a une première fuite qui s'appelle l'énergie pulsionnelle, qui est consacrée à l'amour, justement. Ah, tiens, l'amour. L'amour et la perpétuation de l'espèce. Parce que globalement, la pulsion, hein, après il y a un habillage. Hein. Mariage, fiançailles, drague, tout ça. Mais globalement, la vraie raison de l'amour, c'est de perpétuer l'espèce. Ah oui, je sais, c'est un manque de poésie, mais c'est un petit peu comme ça. Et puis il y a une autre part de cette énergie, qui serait pulsionnelle aussi, et puis qui se séparerait là et qui irait vers la question du travail. Et la perpétuation de l'espèce aussi. Parce que la pulsion, ça sert à rien d'autre que de perpétuer l'espèce. Là, ça sert à la perpétuation de l'espèce au sens collectif du terme. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que l'amour et le travail dans la vie quand même. Il y a l'opéra, il y a le foot, il y a le rugby, il y a la voile, il y a la moto, il y a la Bretagne, il y a le Pays Basque, je sais pas, n'importe quoi, la culture. Ben oui, mais ça, c'est la dimension qu'on appelle du jeu. Elle n'est jamais aussi importante que l'amour et le travail, parce que c'est juste une dimension consolatrice de ce qui ne va pas dans un domaine ou dans l'autre. Ou si ça va très bien au travail et si ça va très bien dans l'amour, c'est un endroit où on va pouvoir exprimer d'autres choses qu'on ne peut pas exprimer ça et là. Et globalement, fondamentalement, l'ensemble de la vie est tourné autour de l'amour et du travail avec des endroits de consolation. Donc vous voyez le modèle. Je vais au boulot et je passe au bistrot avant de rentrer chez moi. C'est quelque chose d'autre. Mais ça ne cache pas, ça ne doit pas cacher l'idée qu'il y a bien là une dimension qui est totalement pulsionnelle dans le travail. Donc alors la pulsion, c'est clair. La pulsion, ça pousse. Ça doit s'exprimer et puis ça doit s'imprimer. C'est ça, la dimension pulsionnelle. Donc là, ça pousse, et tu exprimes, et boum, tu imprimes, c'est-à-dire tu fais des enfants. Au travail, c'est pareil. Hein. Donc, travail pulsionnel, tu dois exprimer, et tu du travail, et puis ça doit s'imprimer dans l'emploi, l'économie, ceci. Voilà, c'est comme ça, la pulsion, ça fonctionne comme ça. Alors on se retrouve avec le modèle suivant. Il y a de l'identité professionnelle. L'atteinte de l'identité professionnelle, c'est ça qui crée les risques psychosociaux. D'habitude, on s'occupe que de l'aérostier avec son aérostat. En réalité, on devrait s'occuper de tout ça. Alors dites-nous, monsieur, d'accord, au jour d'aujourd'hui,
comment voulez-vous qu'on s'occupe de la question de l'identité professionnelle? On va les laisser parler. Peut-être y perpétuer l'espèce, on ne sait pas. Alors, moi, je suis intéressée, mais je vais partir. Mais du coup, Oui, on dit merci ça, on beaucoup. dit ça. Non, non, c'est vrai. Merci. Donc, donc doit-on s'en occuper dans l'entreprise des risques psychosociaux? L'identité professionnelle, on n'a pas du tout l'habitude de s'en occuper, mais d'habitude on s'occupe de l'emploi. Et c'est vrai qu'il y a une vraie astuce dans l'histoire. Enfin, une astuce. Il y a une vraie imposture dans l'histoire. Traditionnellement, il y a un rôle de l'entreprise, un rôle très précis dans la société. Le rôle de l'entreprise dans la société, c'est de fournir un emploi, et deuxièmement, de fournir le développement du métier. La compétence, la gestion des compétences, la gestion de l'emploi, la fiche de poste, la fiche de paye, la gestion des rémunérations, tout le bazar. C'est ça son boulot à l'entreprise. Pour ce qui est du sens du travail, normalement, c'est d'autres institutions qui s'en chargent. La famille, travail, sinon tu finiras comme balayeur. L'école, hussard nord de la République, il faut travailler parce que tu as le droit d'accéder à l'école, mais il faut que tu rendes compte du fait que tu seras responsable, dès qu'il faut que tu passes ton certificat d'études. Après, il y a l'université, l'ascenseur social. On peut profiter à fond de l'université parce que comme ça, tu vas pouvoir t'élever, mieux comprendre la société, être quelqu'un de plus intelligent. Et puis, il peut y avoir aussi l'armée même, à un moment. C'était comme ça, l'armée me disait, si tu n'as jamais rien fait à l'école, il reste l'armée au moins pour apprendre à lire. Elle était avec moi en conférence cet après-midi, c'est pour ça que je me suis permis. L'armée, il y a aussi la politique. Aussi qui pouvait t'enseigner. La religion, qu'as-tu fait de tes talents? Et puis si ce n'était pas ces institutions qui se chargeaient du sens du travail, il y avait d'autres dimensions. Les dimensions du mythe, par exemple. Alors, plusieurs mythes qui pouvaient aider à ça. Le premier mythe, c'est le mythe du progrès matériel. Le deuxième mythe, c'est le mythe du progrès scientifique. Le troisième mythe, c'est le mythe de l'énergie inépuisable. Un jour, on va trouver, ne vous inquiétez pas, l'énergie inépuisable. Et puis de la croissance continue. Au jour d'aujourd'hui, il se trouve que tous ceux qui étaient chargés dans un juste partage des choses, de s'occuper de la question du sens du travail, pendant que l'entreprise s'occupait du travail, ces gens-là ne tiennent plus. La famille, très souvent, le père a été tellement viré deux fois qu'il est incapable de dire à ses enfants « il faut que tu bosses pour trouver un travail ». Je veux dire, ça ressemblerait à plus à rien. Assez souvent, à l'école, les instituteurs sont plutôt préoccupés par la question de leur travail plutôt que celle du travail des enfants. J'ai changé mon gamin d'école le jour où j'ai découvert qu'il se faisait tabasser dans un coin pendant que les instituteurs parlaient des vacances. J'ai pas aimé quand même. J'aurais dit, ça leur a pas plu, alors j'ai pas voulu le laisser là. Bon, c'est-à-dire, évidemment, tous les parents, c'est pareil. L'université, bac plus 7 plus 8, et tu trouves toujours pas de travail. Bon. Alors l'armée, l'armée, c'est bientôt une entreprise où ils demandent que des gens de très très haute technicité. Et puis après, il y a la politique. Oui, alors on ne sait plus quel sens jouer. Bon, c'est un sujet délicat, je ne vais pas l'aborder tout de suite. Et puis la religion aussi se charger du travail. Alors c'est bien qu'aujourd'hui la religion, elle s'occupe aussi des enfants, mais pas toujours comme on aurait aimé qu'elle s'en occupe. Alors il reste les mythes. Le mythe du progrès scientifique. Ça s'appelle Tchernobyl et Fukushima. Il y a le mythe des découvertes des nouvelles énergies. Bon, on voit bien que les panneaux solaires, ça pollue plus que le reste. Alors, la fabrication et la destruction, on est emmerdé avec cette histoire. Et puis, il y a même un journal qui s'appelle La Décroissance, maintenant. On voit bien que finalement, toutes les institutions qui étaient chargées d'apporter la question du sens du travail, au jour d'aujourd'hui, elles ne tiennent plus. Bon, c'est pas une catastrophe. Puis sans doute c'est cyclique, il y a eu des périodes comme ça dans l'histoire où les institutions ne pouvaient plus arquer, et puis au bout d'un moment, c'est revenu, quoi. C'est pas non plus, il ne faut pas penser que c'est la fin du monde dès 2012. Quoique. Le 12 décembre. On verra. C'est pas la première fois qu'on nous la promet. En attendant, jusqu'à 2012, et donc on voit bien qu'il y a une espèce de carence. Et donc ces gens
ces institutions qui s'occupaient de la question du travail, aujourd'hui ne peuvent plus s'en occuper. Donc c'est l'entreprise. Ce n'était pas son rôle. Mais elle doit aussi s'occuper du sens du travail aujourd'hui. C'est-à-dire s'occuper, eh ben oui, de l'identité professionnelle. C'est très injuste. Parce qu'ils disent non, c'est quand même, c'est pas à nous. Mais s'ils s'en occupent pas, ils voient apparaître des symptômes. Ah, il y a des symptômes. Le premier symptôme, c'est des coachs. Pour la première fois dans la société, on voit apparaître un métier spécialisé pour aider les gens simplement à aller au travail. Bon, j'exagère un peu. Enfin, j'ai moi-même été coach. Hein. J'ai même formé des coachs. Société française de coaching. Titulaire de la Société française de coaching. Une espèce de légion d'honneur du métier. Maintenant, je me suis fâché avec eux. Ensuite, un autre symptôme, le blues des quinquas. C'est-à-dire, c'est des quinquas, gens qui ont un petit peu plus que mon âge, qui disent on a peur d'aller travailler, mais on n'a plus envie d'aller travailler. Pas clair, le garçon. Et puis, au final, il y a des aliens aussi qui apparaissent dans le boulot, si tu ne t'occupes pas du sens du travail. Alors, ces aliens particuliers, ça s'appelle une génération Y, par exemple. C'est des mecs, ils font n'importe quoi avec le travail, quoi. Ils passent tout leur temps à bosser. Excuse-moi, qui disent à leur chef, toi. Attends, excuse-moi, j'ai... Non, il y a un rendez-vous ce soir. Alors, évidemment, le mec est un peu déstabilisé en face, toi. Justement, c'est un quinquat. Tu vois, ça... Je comprends pas, moi. Et puis surtout, pour une fois, enfin, le travail est devenu pour de vrai une maladie. Ça s'appelle les RPS. Les risques psychosociaux. L'entreprise, si elle ne veut pas se retrouver avec ce genre de choses, elle va devoir aussi se charger de la question du sens du travail et en particulier s'occuper de l'identité professionnelle. Alors comment on peut faire pour s'occuper de l'identité professionnelle? 5 minutes. Ah si, il reste encore du temps, il reste 20 minutes. Dis-moi combien. Non, 20 minutes, demi-heure. S'occuper de la question de l'identité professionnelle. Quand tu es manager, tu n'as pas été formé à ça. Je veux dire, très franchement, il va falloir... quand tu n'as pas été formé à ça, qu'est-ce que tu vas faire avec cette question des risques psychosociaux? Aller en formation, puis dire aux gens, bah, si tu pleures, tu viens me voir dans mon bureau, je t'écoute. Vas-y. Hein? Comment ça je t'emmerde? Toi. Allô, monsieur Guinchard? Ça marche pas, votre formation. Hein. Comment s'occuper de la question de l'identité professionnelle? Alors d'abord, il y a une toute première chose. C'est que, c'est juste un exemple, en 20 minutes j'ai le temps de le donner. Toute première chose, c'est que la première personne concernée par l'identité professionnelle, quand même, globalement, c'est l'aérostier lui-même. Donc, lui, dans un premier temps, on ne va pas lui mettre tout sur le dos, je vous rassure. Hein. Mais dans un premier temps, lui devrait déjà se charger du bon état de sa montgolfière, s'il savait qu'il y en avait une. Parce que lui aussi, il a le nez dans son panier, il ne voit même pas qu'il y a une montgolfière au-dessus. Bon, alors si on lui indique, on va lui dire, tu as des outils à ta disposition pour regonfler l'identité professionnelle, si jamais elle est traversée par un scud ou qu'il y a des attaques comme ça, eh ben, tu as un outil à ta disposition, ça s'appelle le brûleur dans la montgolfière. Un gros brûleur, ça fait un bruit épouvantable, ce genre de choses, mais ça met de l'air chaud, ça réchauffe l'air à l'intérieur de la montgolfière, ça écarte les petites molécules d'air, et ça crée une espèce de différence relative, comme ça, et boum, voilà, et la montgolfière remonte. Alors, cette dimension-là du brûleur, dans le travail, ça s'appelle l'effort. Moi, je sais l'effort, vieille notion, qu'on pensait complètement oubliée. Les devoirs de vacances, fais encore un effort. Tu devrais faire des efforts. Ça ressemble plutôt à une réprimande de la part des parents, ça fait un effort. Or, en fait, l'effort, c'est une notion très particulière, parce que c'est la notion qui est à l'exacte rencontre entre l'engagement personnel et l'économie mondiale. Vous ne croyez pas, hein? Vous savez bien, quand vous arrivez au travail, comme le travail a été organisé en général, vous faites votre travail jusqu'au bout, déroulez les choses, avec les collègues, tout ça, la réunion, avec des résultats, et puis le soir, vous pliez les dossiers, c'est terminé, vous passez la journée suivante, vous appliquez l'organisation, et ça roule comme ça pendant des jours et des jours. Vous avez tous constaté ça, hein? Vous suivez l'organisation et ça marche.
marche jamais comme ça. Tu arrives le matin au boulot, tu dis bon, on va faire ce qu'on avait prévu hier soir. Ah merde, comment? Hein? Il y en a 2 qui sont absents? Mais pourquoi? Hein? Bon, il faut revoir les plannings. Hein? Un dossier de qui? Le chef? Quoi? Il faut que j'aille lui présenter maintenant? Et puis au final, ça ne marche pas. Donc tu vois, en réalité, la réalité du travail, c'est qu'il y a un travail qu'on appelle un travail prescrit, et puis il y a un travail réel, qui est assez passablement différent. Alors, on voit bien qu'il faut en permanence essayer de rapprocher le travail réel et le travail prescrit. Eh bien, à bon sens, c'est pas facile. Ça s'appelle faire un effort. Cet effort, il est totalement indispensable. Si on ne faisait pas cet effort de rapprocher en permanence le travail réel et le travail prescrit, eh ben, c'est l'entreprise qui serait à plat directement. C'est-à-dire, on pourrait dire à chaque fois, oui, je sais, je devrais finir le dossier, mais il est 5 heures. Donc moi je m'en vais. Dans mon contrat de travail, je fais juste ce pourquoi je suis là. Toutes les raisons pour lesquelles je suis là, elles sont appliquées, mais je fais juste les raisons pour lesquelles je suis là. Voilà. Et donc si on décidait, je ne sais pas pourquoi moi, une espèce de virus particulier qui se jetterait sur nous, on dirait, si on fait juste ce qu'on a à faire, c'est-à-dire si on ne faisait pas d'efforts, eh forcément l'entreprise serait complètement KO et très rapidement. Parce que ça existe dans l'histoire. Ça s'est déjà produit. Ça s'appelle la grève du zèle. Je vais faire tout ce qui est inscrit dans mon contrat de travail, mais rien de plus. Hop, la cloche a sonné, je ne peux pas répondre. Et voilà. Hop. Alors, évidemment, ça ne marche pas, c'est très très rapidement le bordel. Et si on faisait tous ça, si on cessait cet effort, on sait bien que, mais on ne serait pas, globalement, au bout d'un moment, on ne serait vraiment pas très fiers de nous. Ça veut dire que la dimension identité professionnelle ne serait pas gonflée et donc tout le monde serait à plat, l'économie mondiale et nous aussi. Donc finalement, maintenir la capacité à l'effort, c'est-à-dire à gonfler l'identité professionnelle, c'est bon pour l'entreprise et c'est bon pour les sujets eux-mêmes. Oh merde, me disait un mec de la CFDT, alors qu'est-ce que devient mon identité professionnelle de syndicaliste? C'est-à-dire si c'est bon à la fois pour l'entreprise et pour la personne, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, va falloir être plus rapide, pas l'histoire, pour faire des propositions. Nous, on pensait que ça allait nous prendre au moins 10 ans de parler de ça, toi. Si toi, tu résous déjà les problèmes, c'est pas intéressant, forcément. Je dis, j'ai pas résolu les problèmes, rassure-toi. Il y a encore du boulot. Parce que, une fois qu'on a maintenu la capacité des gens à faire l'effort, en tout cas, on a décidé ça, comment on fait pour maintenir la capacité des gens à l'effort? On sait que chaque personne est pourvue, chaque montgolfière est pourvue d'une bouteille de gaz. Cette bouteille de gaz, c'est de l'énergie. Et il faut de l'énergie, effectivement, pour faire un effort. Alors ça, c'est marrant, la bouteille de gaz qui donne la possibilité de l'énergie au travail. Quand tu arrives, 18, 20 ans, 22 ans, toi, la bouteille de gaz. À ras-bord. Même le samedi. Le dimanche. Et puis d'autres, à vrai dire, au bout d'un moment, 25, 26 ans, premier enfant, faut construire une maison, acheter un appartement. Des fois, le niveau baisse, quoi. Puis il y en a, ils arrivent à 18 ans, il n'y a déjà plus rien. Donc, c'est quand même assez bizarre, parce qu'on sait bien que l'effort, donc l'entretien de l'identité professionnelle, est lié à l'énergie qu'on en a. Et imagine que l'énergie baisse. Comment on fait dans ces cas-là? Les gens, s'ils n'ont plus d'énergie. Alors évidemment, on peut compter toujours sur ceux qui ont la bouteille de gaz pleine quoi qu'il arrive. Ça arrive, on voit des gens, 65 ans, toujours là. Oh. Ça c'est très étonnant. Quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille de gaz? Si on pouvait savoir ce qu'il y a dans la bouteille de gaz, peut-être on pourrait avoir des idées sur ce qu'il faut faire pour limiter les risques de l'identité professionnelle, à savoir les risques psychosociaux. Le problème de la bouteille de gaz, c'est que c'est une bouteille très opaque. C'est-à-dire, puis en plus, on a du mal à rentrer dedans. D'ailleurs, c'est des éléments en grande partie inconscients qu'il y a à l'intérieur. Et donc, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas ce qui mène vraiment au travail. Enfin, on ne sait pas. On ne savait pas. Jusqu'à ce que j'arrive. Faites pas attention ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille de gaz? C'est vrai que maintenant, on sait davantage de choses. Et en particulier, puisque c'est une dimension pulsionnelle, le travail, on peut se dire qu'on a quelques modèles, en particulier dans la psychanalyse. Alors, dans la bouteille de gaz, je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a un mélange gazeux. Et voilà. Oui, alors un mélange gazeux, je ne m'arrête pas là. C'est-à-dire, il y a 4 types de gaz. Alors, il y a un type de gaz qui est le gaz mélangeur.
C'est-à-dire c'est un gaz qui doit être là, avec la bouteille, fourni avec, hein, la bouteille, pour que ça puisse mélanger les autres gaz qui sont là. Alors, vous ne vous inquiétez pas, parce que là, pendant 10 minutes, il va y avoir un moment assez particulier. C'est-à-dire que je vais vous emmener visiter l'intérieur des bouteilles de gaz qui servent à donner de l'énergie au travail. Là, peut-être vous n'allez rien comprendre, ne vous inquiétez pas, hein, c'est un milieu qu'on n'a pas l'habitude de visiter, et puis les gaz, vous savez bien, hein, ça a toujours des drôles de noms, c'est des trucs bizarres. Donc, ce gaz mélangeur qui aide à mélanger les 3 autres gaz, il porte un nom très particulier. Ça s'appelle... Je n'ose pas vous le dire. Ça s'appelle la dette paternelle. Là, je sais, vous allez raconter après l'histoire. Au début, c'était assez intéressant. Le mec, il a dit là, on n'a pas parlé des risques psychosociaux. Et puis, au bout d'un moment, il a parlé du montgolfière. On a dit c'est marrant. Le montgolfière avec des trous, c'est rigolo. Et puis après, il a parlé de la bouteille de gaz. Et là, ça s'est gâté. Parce que là, il a voulu nous emmener dans la bouteille de gaz. Alors là, elle a commencé à sortir des trucs, la dette paternelle. C'est quoi ce bazar? On n'a jamais visité, ça c'est normal. Vous êtes un peu surpris au début. Alors, la dette paternelle, c'est juste un gaz qui doit être là. Alors pourquoi? Vous vous rappelez, quand je vous ai dit que le gaz était un gaz plus, c'était quelque chose de pulsionnel, l'énergie qui mène au travail. Un jour, des psychanalystes intéressés se sont dit, mais là c'est l'amour, là c'est le travail, comment ça se fait que ça se sépare ici? Tout d'un coup, qui est deux, toi? Comment ça se fait? Alors, une des réponses qui a été donnée, c'est que la question de l'image du père est assez importante dans ce qui va nous mener au travail. Et des fois, dans l'image du père, eh ben, il y a les défauts. C'est ce qu'on appelle défaut paternel, ou la dette de l'image, le défaut de l'image paternelle ou la dette paternelle. Eh bien, il semblerait que ce soit suffisant, la perception par l'inconscient du défaut de l'image paternelle pour attirer une part de l'énergie vers la question du travail. Le mécanisme apparemment est comme ça, c'est assez étonnant, mais que je vous dis, moi. J'ai des preuves, j'ai même écrit un bouquin sur l'ensemble de la bouteille de gaz, donc c'est pour vous dire que, c'est pas des inventions comme ça. Mais de fait, cette dette paternelle, on peut rien en faire. Il faut qu'elle soit livrée avec la bouteille, sinon ça ne marche pas. Un mec qui n'aurait pas de gaz mélangeur, eh ben, il ne pourrait même pas bosser. Et globalement, il serait sans doute à l'hôpital psychiatrique. Donc, tous on est pourvus de cette dimension de dette paternelle. Comme dit la chanson de Brel, ils seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. Et comme d'un autre côté, ça ne manque pas de pharmaciens qui sont pharmaciens, surtout parce que papa avait une pharmacie, si vous voulez, ce n'est pas le pittoresque de la chose qui compte. C'est surtout une position structurelle. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, mais c'est les autres gaz qui commencent à devenir intéressants. Parce qu'il y a d'autres gaz, évidemment, dans la bouteille. Alors, les 3 autres gaz, je vais vite. Premier gaz, c'est le rêve mégalomane. Oui, je sais, après, ça ne s'est pas arrangé. La dette paternelle, déjà, on n'a pas bien compris, mais alors le rêve mégalomane, alors c'est pas une maladie, le rêve mégalomane, c'est un gaz. Comment il peut se définir, ce gaz particulier? Il se définit de la façon suivante. On ne se maintient dans un lien positif avec le travail que si ce travail nous aide à atteindre autre chose que nos seuls besoins. Je répète. On ne se maintient dans un lien positif avec le travail que si ce travail nous permet d'atteindre autre chose que nos seuls besoins. Alors, il y a un Égyptien très célèbre. Il a construit une pyramide. Il s'appelle Maslow. Pyramide des besoins. Je sais rien quoi, il a raison ce mec-là. Il a défini un certain nombre de besoins, le besoin vital, la nourriture, après de sécurité, de chaleur, et puis de reconnaissance. Et puis de... Eh bien, sa pyramide, elle ne fonctionne que si en plus, au-dessus de la pyramide, on met un petit drapeau qui s'appelle le rêve mégalomane. Sinon, ça ne marche pas. Vous n'avez qu'à enlever le drapeau de la pyramide, vous allez voir, les gens ont moins d'énergie à la question du travail. À quoi ça peut ressembler, cette question du rêve mégalomane? Vous vous rappelez tous, sans doute, de l'histoire qu'on nous racontait quand on était gamin, et qui est l'histoire des 3 tailleurs de pierre. Vous avez tous entendu parler de cette histoire-là. 3 tailleurs de pierre au Moyen-Âge, sur la place du village, passe le prévôt qui dit au premier, « Qu'est-ce que tu fais, noble artisan ?» Le noble artisan lui répond, « Je taille une pierre, ça se voit pas, non ?» Il passe au deuxième, qui taille exactement une pierre identique, et lui dit, « Et toi, noble artisan, que fais-tu » Là, le mec lui répond, « Je nourris ma famille. » Là, on est dans Maslow. Je nourris ma famille, il faut bien, d'ailleurs, c'est pas bien cher payé. Enfin, bon. Et il passe au troisième, alors le troisième, il a l'air complètement allumé. Et le prévôt lui dit, « Et toi, noble artisan, que fais-tu » Et à ce moment-là, le mec lui répond, « Je construis une cathédrale. » C'est pour ça qu'on appelle ça une histoire édifiante. Alors, dans une histoire édifiante, normalement, il y a une morale. La morale, c'est la suivante.
chaque fois qu'on travaille, on est en même temps dans les 3 positions. On travaille pour s'occuper, c'est-à-dire pour exprimer la pulsion. Il faut que ça bouge. Deuxièmement, on travaille pour satisfaire nos besoins, et ceux de notre entourage. C'est ma soeur. Et on travaille aussi, c'est le drapeau, pour construire une cathédrale. Alors évidemment, ça c'est des dimensions qui existent un petit peu partout. Hein. C'est-à-dire, oui, mais ça c'est quand même une dimension qui est réservée à certaines élites, des gens qui ont une formation minimum universitaire, hein, qui ont l'impression effectivement de travailler pour la collectivité, pour être utile aux autres, etc. Mais le mec qui découpe des poulets à la chaîne, comment veux-tu qu'il ait un rêve mégalomane? Surtout si en plus c'est un handicapé mental. Moi j'avais trouvé un jour un mec, un handicapé mental, dans une usine de poulets que j'ai visitée. J'avais une Charlotte idiote, des chaussons, tout ça, c'est un vrai laboratoire. Mais putain, qu'est-ce que ça sentait mauvais. Ça m'a dégoûté du poulet pendant un certain temps. Eh bien, on visitait ça avec d'autres. Et puis, il y a un gars qui travaillait là aussi. Et le gars, au bout d'un moment, il me dit moi c'est l'Afrique. Comme il n'était pas noir, je n'ai pas compris. Je dis pardon. Il me dit moi, c'est l'Afrique. Je dis c'est marrant, je connais ce regard. Ah oui, à l'époque, je travaillais à l'hôpital psychiatrique. Et là, il y a le contremaître qui vient et qui dit ouais, tu te remets au travail. Il me dit il vous a fait le coup de l'Afrique? J'ai dit ah bah, il n'y a pas qu'à moi. C'est bien. Oui, c'est vrai. Il me dit c'est un gars, on a embauché plusieurs handicapés. Là, on a un handicapé mental, voilà. Mais on avait beaucoup de mal au début. Parce qu'il faisait n'importe quoi, on n'arrivait pas à le tenir. Et donc un jour, un de nos gars qui a dit bah, viens faire les palettes avec moi. Et il ne faisait pas. Il était là, bagnaudé. On se demandait, on avait regretté de l'avoir embauché. Et le gars lui a dit bon bah, tu viens avec moi. Tu sais où ça va, ça, ces poulets là, qu'on met sur la palette, hein, congelés, ces poulets congelés, ça va au Maghreb. Il va plus se poser le Maghreb. Bien. Donc ils vont chez Martine. Martine, c'est la secrétaire de direction. Elle s'occupe des affaires commerciales. Dans le bureau de Martine, il y a une grande carte. Et le gars lui dit tu vois la carte. Nous, on est là, au centre de Bretagne. Mais je ne vous ai pas dit, je suis breton aussi. Hein, là, on est là. Et ben, les poulets qu'on prépare là, ils vont au Maghreb, c'est-à-dire en Afrique. Elle dit, je ne sais pas quel effet ça a eu, mais en tout cas, il dit, oh, l'Afrique, allez, l'Afrique. Elle me dit, il a fait sa palette comme un chef. Depuis, chaque fois qu'il commence à bagnoter, il lui dit, eh oh, il y a du travail pour l'Afrique là. Bon, un petit peu de la manipulation là pour le coup. Hein. Mais enfin, globalement, ça veut dire que cette dimension de l'utilité, de la représentation de quelque chose qui va au-delà de nos simples besoins, c'est un gaz pas forcément conscient, mais qui est très très important. Voilà. Donc rien à voir avec la machette qu'il avait à la main. Je ne réponds pas à la provocation. J'ai dit que c'était pas un noir. Deuxième gaz, le fantasme du labeur. Ah oui, je sais, on y va, on visite, hein. C'est un monde étrange. Fantasme du labeur, c'est quoi? Le fantasme du labeur. C'est pas un truc cochon, je vous rassure. Fantasme du labeur, c'est on ne se maintient dans un lien positif avec le travail que si ce travail nous fait souffrir. Un mec, quand j'ai dit ça à France Télécom, il dit je sais pas comment tu vas leur faire avaler ça. Ils ont tout pris. Comment ça? Bah, déjà dans l'étymologie, un travail en français en tout cas, ça veut dire tripalium. Tripalium, c'est un instrument de torture. Enfin, c'est un lieu où on fait la torture. C'est 3 pieux, tripalium, dont un planté dans le sol, les autres en croix. On attache le mec dessus, là, comme ça, et on peut lui faire des choses que la morale réprouve, mais que la justice exige. Pour les droits de l'homme, on verra plus tard. C'était quand même il y a longtemps. Eh bien, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui disent qu'ils sont très surpris qu'on ne souffre pas assez au travail. Ouais, ils disent, ou alors ils se plaignent d'une énorme fatigue parce qu'ils doivent arrêter à 3h de l'après-midi, ou alors ils disent tout simplement qu'ils s'ennuient. Parce que c'est pas assez intéressant, il n'y a pas assez de difficultés dans certains. Un jour, il y avait une entreprise à Hennebon qui faisait du composite, qui faisait des toitures pour les porcheries industrielles. C'est un travail dégueulasse parce que c'est de la fibre de verre déjà, et puis on met de la résine dessus. C'est pour les porcheries industrielles. Et c'était la seule entreprise à faire ça, donc ils avaient un créneau royal. Mais le patron de cette entreprise, c'était une espèce de vieux fou paranoïaque, vraiment un allumé de première, un vieux con. Et il traitait, alors, comme au Moyen-Âge, il gueulait sur les gens en permanence, il leur donnait des coups de pied, il les injuriait.
c'est pas possible. Alors forcément, ça n'allait pas tout seul. Mais globalement, les 20 ou 25 personnes qui étaient là, elles restaient là. De temps en temps, il y en avait un qui partait, un autre qui revenait. Et c'était étonnant d'ailleurs, parce qu'il avait évidemment l'inspection du travail tous les 2 jours à la maison, hein, quand même, c'était connu. Mais de fait, ça tenait. Ça tenait d'abord parce que il y avait du travail là, et puis il y avait un marché, mine de rien. Et puis un jour, l'usine est vendue quand même, assez cher. Pourtant, c'était un gourbi pas possible. Elle est rachetée par un mec qui vient de chez Vinci et qui décide de racheter une entreprise pour tenter l'aventure. Donc il veut la réindustrialiser. Il avait déjà fait ça chez Vinci avec des ouvriers qui faisaient des pylônes, des trucs. Mais là, il dit je vais essayer de le faire aussi. Et donc d'amener l'entreprise petit à petit à des choses un petit peu plus fines, un petit peu plus délicates, qui iraient plutôt vers le nautisme, évidemment. À Lorient, on ne peut pas faire autre chose que des bateaux. Hein. Et donc c'est ce qu'il fait. D'abord, il leur dit bonjour aux gars, il leur dit bonjour, il les considère comme des gens, il leur met d'ailleurs des habits propres, voilà. Puis il leur dit voilà ce qu'il vient faire ici, les projets, et il les intéresse aux bénéfices. Il leur propose une dimension, des formations, puis surtout un grand nettoyage de l'entreprise, une remise un petit peu au carré de l'organisation. Enfin, bref, les derniers sous qu'il avait, il les met dans la boîte, hein, et puis voilà, il fait tout bien. Et un jour, il m'appelle, il me dit Roland, tu sais, j'ai fait tout bien comme il fallait. Eh ben maintenant, ils ne veulent plus bosser. Est-ce que tu as quelque chose contre ça? Non, je peux venir voir. Donc je suis venu voir, puis j'ai voulu discuter avec les gars. Voilà, pas discuter avec les gars. Je veux dire, j'ai voulu les voir en entretien individuel, hein, un pourcentage représentatif d'une personne, c'est-à-dire les 20 bons hommes qui étaient là. Donc j'ai vu le premier, et le premier me dit, là où on était, dans la voilerie d'à côté, parce qu'il n'y avait pas de place, il me dit, je lui dis, ben voilà, il y a un problème ou quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah nous, on n'a rien demandé. Je lui dis, ben, d'accord, vous n'avez rien demandé, mais vous l'avez eu, alors qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah nous, on n'a rien demandé. Bon, j'ai dit, écoutez, on va arrêter là, envoyez-moi le deuxième. Le deuxième arrive, et il me dit, nous, on n'a rien demandé. Ah, je dis, d'accord, vous avez compris. Vous vous êtes réunis avant, hein, puisque sachant que j'allais vous poser des questions, vous êtes réunis avant pour vous mettre d'accord sur le fait que vous allez tous répondre la même chose. Ah, c'est ça. Il me dit, bah oui, c'est vrai, c'est ça. Mais en attendant, c'est vrai, on n'a rien demandé. Tant pis, envoyez-moi le troisième. Le troisième arrive et me dit, bah nous, on n'a rien... Oui, je sais, vous n'avez rien demandé, alors maintenant, ça suffit. Hein, vous arrêtez le jeu, j'ai compris, c'est bien. Maintenant, tu m'expliques, qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise? Pourquoi ça... Et le gars me dit, bah, je ne sais pas, monsieur, mais c'est vrai que nous... Je dis non. Il dit, ben, nous, tu arrives dans cette entreprise, le mec, il nous offre des habits neufs, il nous donne des outils neufs, il nous refait tout à bloc, à fond, il nous offre la participation aux bénéfices, il dit qu'il va nous faire de la formation, il va acheter des nouvelles machines, il va tout remettre à neuf, et qu'on n'a rien demandé. C'est louche. Je dis, ouais, d'accord. Mais peut-être il y a un malentendu. Je dis, non, on en avait compris l'astuce. Le mec, il rachète l'entreprise à bas prix, il la retape vite fait, puis après, il la revend avec un gros bénéfice. Et nous, peut-être, on est marrons dans l'histoire. Comme je disais, je pense qu'il y a une confusion. Hein. Parce que d'abord, ce mec-là, je le connais, c'est pas du tout Bernard Tapie. Je le connais, je veux dire, quand il fait des choses, il les fait, non pas pour arnaquer les gens, hein, je le connais, moi. Deuxièmement, surtout, vous, c'est pas Adidas. Alors, avant qu'ils vous revendent avec un gros bénéfice, je pense qu'il faudra au moins 35 ans d'efforts acharnés. Ah bah ouais, mais je dis, bah oui. Ça veut dire que, finalement, il y avait eu une grave erreur de management. Le manager n'avait pas tenu compte d'une dimension importante du travail, qui est la question du fantasme du labeur. Bon, je vous passe d'autres exemples comme ça. On le dit. Il y a encore un gars qui s'appelle la visibilité. Et donc on voit bien que, finalement, les gaz, ils sont très personnels. Ils dépendent de l'histoire de chacun, de la situation économique, de plein de trucs qui sont mélangés là-dedans et qui sont inconscients. Au bout d'un moment, on voit bien que la question pour lutter, c'est juste la première dimension, hein, les autres on en parlera une autre fois, parce que là, manifestement. Donc la toute première dimension pour lutter contre la question des risques psychosociaux, c'est-à-dire des montgolfières qui dégringolent, c'est pour les gens qui, pour une raison ou pour une autre, qu'elle soit personnelle, professionnelle, qu'elle soit liée, il y a des raisons qui sont liées à l'organisation, on peut les voir d'un autre côté. Bon, quelle que soit la raison, il peut avoir le niveau de gaz ou d'énergie qui baisse. À ce moment-là, la moindre des choses
pour l'entreprise, si elle veut s'occuper de la question des risques psychosociaux, c'est de fournir une façon de les remplir, c'est-à-dire de fournir une station-service. J'ai une bonne nouvelle pour tous les managers de la salle. La station-service, c'est eux. Donc en général, les managers disent « Oh non, encore nous, pourquoi toujours nous ?» Enfin, toi, c'est surtout les managers de terrain, toi, toujours nous. Sauf que effectivement, ça pourrait être une bonne façon de gérer les risques psychosociaux. Parce que si quelqu'un a plus de gaz, il ne peut pas faire face aux SPU, aux trucs comme ça, il n'a plus d'énergie. Donc il faudrait remplir cette énergie. Comment on la remplit? On ne peut pas la remplir avec des gaz d'origine, puisque le gaz d'origine, on ne peut pas rentrer à l'intérieur de la bouteille de gaz. On ne peut pas aller voir ce qu'il y a. On ne peut pas voir dans l'enfance de la personne. Alors il faut mettre un coach derrière chaque personne, ça va coûter cher. Donc une des façons de faire, c'est de se dire, qu'est-ce qui est important pour une personne dans sa bouteille de gaz? C'est d'avoir quelque chose qui correspond. C'est-à-dire qu'on peut peut-être lui fournir des gaz adaptables. Un gaz qui correspond à cette dimension du rêve mégalomane, du fantasme du labeur, de la visibilité. Alors, première question qui se pose. Comment on remplit les bouteilles de gaz? C'est la question du tuyau. Il y a des représentations qui passent qui sont un petit peu délicates, si tu veux. Alors, heureusement, le système est symbolique. Il suffit que l'aérostier regarde la station-service, si elle est là. Il faut qu'il y en ait une. Pour que sa bouteille se remplisse. Ouf, on a évité le pire. Deuxième dimension, qu'est-ce qu'on peut offrir comme gaz? Premier gaz, il faut des gaz quand même qui correspondent un petit peu à la question du rêve mégalomane, par exemple. Et puis il faut des gaz qui correspondent à toutes les montgolfières de l'équipe. Il faut que ça serve à tout le monde, on ne va pas servir une station-service par personne, c'est ça le problème. Alors, le gaz qui correspond le plus proche à la question du rêve mégalomane, si jamais le niveau venait à baisser, c'est un gaz qu'on appelle l'ambition du manager pour son équipe. Bon, quand je dis ça, les mecs me disent « Moi, je suis un peu déçu, là, parce qu'il y a quelque chose de plus original. Parce que l'ambition, on en a pour notre équipe. Il faut que les gars, ils bossent, qu'ils fassent des bons résultats, et puis voilà. Toi, c'est, allez, hop, tu bosses. Allez. Les gars, toi, j'aime bien faire marcher au stress. Ça, eux, ils donnent des résultats. Là. Je vois bien, ça, la bête, comme ça. Bon, d'une autre façon, c'est pas ça que l'appelle. Si le travail est bien une dimension pulsionnelle, elle correspond à ce que les psychanalystes appellent la dimension du désir. Le désir au travail, c'est pas l'envie de travailler. C'est simplement reconnaître l'aspect pulsionnel, donc humain, donc quasiment biologique de ce qui est uni au travail. Biologique, c'est comme une plante. Hein. Sinon, on peut traiter le travail comme la mécanique, quoi. On soude, voilà, on soude un petit peu de motivation, on pisse un collier, et puis voilà, c'est une jolie plante. Ah non, le travail, l'énergie de travail, c'est plutôt comme une plante. Il faut s'en occuper, il faut de l'air, il faut de l'eau, il faut de la lumière, un petit peu d'engrais si on veut, mais essayer de faire pousser une plante qu'avec de l'engrais, ça ne va pas marcher. Hein. Donc, reconnaître cette dimension biologique, c'est d'abord reconnaître la dimension du désir. Et donc, quand on parle d'ambition pour une équipe, c'est pas une ambition qui est fabriquée avec les résultats. T'as qu'à y aller, puis tu verras si tu auras ta fiche de paye. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut que le manager puisse dire quelque chose de personnel, qu'il ait une ambition qui vienne de lui. Voilà ce que j'ai envie de faire avec. Vous allez me dire, oh, mais tout ça. Sauf que ça marchait déjà au lycée, rappelez-vous. Les profs qui vous donnaient envie de bosser. D'abord, pour l'anglais, il y a des profs qui me donnaient vachement envie de bosser, mais c'était une prof d'anglais particulière qui avait un certain nombre de dons dans les langues, je pense. Bon, mais ça n'a pas marché très longtemps. Globalement, il y a eu un prof à un moment qui était moins décoratif, on va dire. Mais finalement, un jour, il s'est fâché. Et il nous a dit à nous qui étions dans la classe, mais vous croyez que ça m'intéresse, que vous ayez des bonnes notes en anglais? Il m'a dit, mais vos notes en anglais, je m'en tape complètement, moi. Vous êtes là en train de dire, bah, les notes. Mais je m'en fous de vos notes, moi. Je veux même pas vous noter, moi. Il dit, moi, je suis là pourquoi? Parce que si vous, contrairement à moi à mon époque, si vous avez la chance de pouvoir aller facilement et pour pas cher en Angleterre, commencez à parler du tunnel sur la Manche pour ça. Si vous avez la chance de pouvoir aller facilement en Angleterre ou aux États-Unis, ça commence à coûter moins cher, hein, eh ben, je ne veux pas que vous vous retrouviez comme des cons, là, à New York ou à Londres, même pas savoir acheter un hamburger ou vous demander votre chemin. Je veux simplement que vous puissiez vous démerder. Donc le reste, vos notes et tout le reste, je m'en tape. Donc tu apprends ta leçon, maintenant tu sauras pourquoi. Réaction de la classe. Vous pouvez imaginer, on est là. Ouais, le prof d'anglais, écoute mon pété les plombs. Oh le mec, t'aurais vu un peu.
Et t'as eu à la récréation, ouais, enfin la récréation dans les couloirs, ouais, t'as eu le prof d'anglais. Alors, ah bon, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, non, mais il a petit diplôme, ouais, mais vos notes, je m'en fous, tout ça. Quand même, on était un peu troublés, quoi. Cette année-là, on a bossé comme jamais. Simplement parce que, à partir du moment où quelqu'un nous avait dit son ambition personnelle sur nous, eh ben, il pouvait poser quelque chose qui correspond au fantasme du labeur. Ça s'appelle des exigences. 90% des managers de terrain pensent que la bonne façon de manager, c'est de poser des exigences, sans jamais fournir l'ambition qui correspond. Or, l'exigence, c'est un gaz très délicat. Si tu mets que de l'exigence, au moment où tu fais un effort, ouf, ça brûle entièrement, ça peut s'appeler le burn-out. C'est pour ça que ça s'appelle le burn-out. Donc, l'ambition, c'est un premier carburant. Cette ambition, elle doit permettre de poser des exigences. Mais l'exigence ne doit pas être folle. C'est-à-dire qu'elle doit être référée à l'ambition qu'on a nommée. Si le prof ne nous avait pas dit ce qu'il attendait de nous, ce qu'il espérait pour nous, on n'aurait jamais accepté de bosser. On n'aurait jamais accepté d'apprendre ces leçons. Là, on les a appris. Plus ou moins, mais on les a appris. Plutôt mieux que les années précédentes. Dernièrement, dernier gaz, la visibilité. Ça, c'est le système de l'évaluation. Ah, on peut dire, l'évaluation des résultats. Non, l'évaluation des résultats, c'est vrai, mais ça fait partie de l'exigence. On veut des résultats. Moi, ce que j'ai dit, c'est que pour correspondre à la question de la visibilité du travail, j'en ai pas beaucoup parlé, mais bon, ce qui correspond à la visibilité du travail, c'est l'évaluation, oui, mais des progrès. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le prof cette année-là. Il m'a dit, écoutez, on va pas faire un système de notes, on va voir, est-ce que vous progressez? Nombre de mois pris, nombre de... Ouais, et juste, on va mesurer ce genre de choses. Comment développer son vocabulaire? Est-ce que tu es capable de... Combien de temps tu es capable de tenir dans la conversation que je te propose? Il faisait que des évaluations comme ça. Alors après, il mettait des notes. Alors les notes étaient bonnes. Donc, au fond, la toute première chose qu'il faudrait faire, vis-à-vis de la question des risques psychosociaux, c'est-à-dire de l'atteinte de la montgolfière, c'est au moins d'apprendre aux managers des choses extrêmement simples. La première, c'est d'oser nommer son ambition par rapport à son équipe. Deuxièmement, de ne poser l'exigence qu'une fois qu'il a pu nommer cette ambition. Et troisièmement, de jamais oublier de faire de l'évaluation des progrès. Le système fonctionne, et même plutôt bien, à une condition, c'est que le manager qui a aussi une montgolfière, il puisse avoir à son tour le bénéfice d'une station-service. Normalement, le système est vertueux. C'est-à-dire qu'avant d'être la station-service de son équipe, il doit se tourner vers son N+1, il a même l'exigence de se tourner vers son N+1 pour lui dire « Il n'y a pas de problème, chef, je serai une très bonne station-service, mais avant, il faut que vous me disiez, pour ma bouteille de gaz à moi, j'aimerais bien que vous puissiez nommer quelque chose de l'ordre de l'ambition, qui ne soit pas un projet d'entreprise dans lequel je ne me reconnais jamais. Donc, qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça? Alors ça, c'est la toute première. Ça n'épuise pas le problème des risques psychosociaux. Soyons clairs. Je vous donne une toute première idée. Une toute première idée sur une certaine façon de penser cette question des risques psychosociaux et la souffrance au travail. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas se tromper d'objet. Ce n'est pas l'ergonomie, c'est un aspect, une approche analytique de la dimension du travail comme objet interne, porteur de ce qu'on appelle l'identité professionnelle, pour faire simple et plus facile, qui permet en tout cas de compenser un certain nombre de scuds, de trous, des choses comme ça, en maintenant la capacité à l'effort. En même temps, c'est une plateforme sur laquelle on peut s'accorder, qu'on soit syndicaliste ou qu'on soit chef d'entreprise, que l'identité professionnelle, tout le monde y gagne si on la préserve. Dans la réalité, on oublie complètement cette dimension. On oublie pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment on la traite. Les gens ne savaient même pas que ça existait, la plupart du tout. Et puis en plus, une fois qu'on sait qu'elle existe, on ne sait pas trop comment la traiter. Là, il y a une première dimension. Alors évidemment, ça ne marche pas du premier coup. Hein. Il faut aussi de la marge de manœuvre pour chaque manager. Enfin, bon, ça se négocie, ça. Et surtout, ça implique une nouvelle façon de penser par rapport à ça. Alors après, il y a juste deux dimensions que je cite, mais pour qu'on puisse se retrouver la prochaine fois. La première dimension, c'est que des fois, il y a des montgolfières dans l'équipe. Tu vois, elles ont l'air de belles montgolfières, normales et tout. Et puis alors, elles montent, puis elles descendent, et puis elles vont d'autre part. Puis ça gêne les autres, quand même. Alors, ces dimensions-là, ces montgolfières-là, on les appelle des personnalités difficiles.
Et ça, c'est des prédateurs de l'identité professionnelle, parce que ça bouscule les uns les autres. Alors les managers disent, eh, chef, moi je veux bien une station-service et tout, hein, mais bon, là j'en ai une, ça marche pas, hein, on va falloir vraiment débarrasser, hein, me la changer. Hein, parce que... Et à quoi le N+1 répond en général, tu as raison, chacun sa croix. On a tous nos personnalités difficiles. Pour moi, c'est toi. Donc tu te démerdes avec tes personnalités difficiles. Ce qui est vrai d'une certaine façon, parce que tous et son équipe, ils devraient savoir s'en charger. Mais personne n'a jamais appris à un manager de terrain à s'occuper de la définition et de la gestion des personnalités difficiles. Ça reste encore un domaine assez réservé à l'élite. Or, en réalité, c'est sur les managers de terrain que ça devrait servir. Parce qu'effectivement, ils pourraient dire, bon, il y a une personnalité, une montgolfière qui fait un peu n'importe quoi, mais je sais comment la gérer. Puis il y en a d'autres montgolfières, elles s'approchent des unes des autres, tu vois, dans leur communauté, mais finalement, chaque fois qu'il y a une montgolfière qui s'approche, ça fait tomber l'autre. C'est bizarre, ça. On s'approche là des bandes de couleurs, et là, on voit que dissimulé dans les bandes de couleurs, il y a des trucs contondants, façon collier de chien, style gothique, qui fait que, effectivement, on commence à comprendre pourquoi. Ça, c'est. Là, on n'appelle pas ça des personnalités difficiles, on appelle ça des personnalités dangereuses. Globalement, on travaille les paranoïaques et les pervers. Alors là, il faut bien apprendre à faire la différence. Parce que autant ceux-là, on peut les gérer quand on a appris, autant ceux-là, on ne peut jamais les gérer autrement que par des dispositifs collectifs. Donc globalement, il faudrait apprendre aux managers à faire la différence entre personnalités difficiles et personnalités dangereuses. Il y a un moyen très très simple. C'est les managers qui me l'ont appris. Il faut savoir quand même que la gestion, enfin, la relation avec des personnalités difficiles et dangereuses, c'est 40% des plaintes pour problèmes psychosociaux. 40%. Et dans 70% des plaintes pour risques psychosociaux, il y a aussi une question des personnalités difficiles, mais ce n'est pas la seule. Et 40% sont liés uniquement à la relation avec des personnalités difficiles ou dangereuses. Donc globalement, ça vaudrait le coup pour lutter contre les risques psychosociaux qu'on fasse des formations au management de terrain sur la gestion des personnalités difficiles et comment reconnaître les difficiles et les dangereux. Alors je vous donne le truc rapidement. Hein. Si à propos d'un emmerdeur dans une équipe, le mot qui vient à l'esprit du manager, globalement, c'est « Oh putain, quel emmerdeur !» ou « Quel foutu emmerdeur !» ou pour ajouter une dimension spirituelle à la chose, « Quel sacré emmerdeur !» alors il y a de fortes chances que ce soit une personnalité difficile. Donc je peux gérer. Si le mot qui me vient à l'esprit à propos de cet emmerdeur, c'est plutôt un mot spontanément qui vient comme « C'est une pourriture, ce mec !» alors il y a de très fortes chances. Ah, tu l'as reconnu, c'est ça alors il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse d'une personnalité dangereuse, auquel cas il faut que j'alerte, que je sache comment faire aussi. Mais sachez bien que faire la différence, ça devrait faire partie du bagage minimum sur le terrain de tout manager de terrain pour éviter précisément 40% des risques psychosociaux, voire un peu plus. La troisième dimension, ça je pourrais vous en parler pendant des jours. D'ailleurs, j'en ai parlé toute la journée aujourd'hui. Et puis, il y a une dernière dimension, c'est la question de la relation à l'organisation de travail. Les montgolfières, elles ont besoin de repères au sol. Elles ont besoin d'un cadre de vol à ne pas dépasser. Elles ont besoin d'une météo minimale, à moyen terme. Il y a des correspondances pour chacun de ces éléments dans l'entreprise. Je vous les cite et puis après, c'est juré, j'arrête. Les repères au sol, c'est fait par le discours du management. Le discours du management, c'est pas le discours qu'on dit au premier de l'an pour dire écoutez les gars, ça a été très difficile cette année, mais je vous rassure, ce sera pire l'année prochaine. Hein, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que dit le management quand il manage, globalement. Et là, les montgolfières ont des besoins très particuliers. Parce que les gars de les montgolfières, ils veulent juste savoir s'ils seront payés plus ou s'ils travailleront moins. Mais les montgolfières, elles veulent savoir autre chose. Elles veulent savoir toujours la même chose. La montgolfière a quelque chose de très sensible à l'angoisse. Et la montgolfière, elle veut savoir une chose, où on est, où on va. Et il faut le dire beaucoup plus souvent que la raison ne le réclame. C'est-à-dire répéter très souvent, voilà où on est, voilà où on va. Ça s'appelle le discours GPS du manager.
Il y a plein de choses à dire là-dessus, parce qu'apprendre comme ça brut, c'est pas, ça correspond pas tout à fait à la vérité, mais enfin je pourrais vous expliquer le cas échéant. La dimension du cadre de vol, ça, on retrouve une vieille dimension oubliée, la question de l'autorité, qu'on confondait avec l'autoritarisme. Or l'autorité, en fait, c'est d'abord quelque chose qui rassure. C'est très très bon pour les montgolfières. C'est étonnant. Comment un manager qui occupe le terrain, finalement, il rassure plus que celui qui offre des crêpes de façon bizarre. J'ai vu ça un jour à France Télécom. On avait dit, il faut être gentil maintenant qu'ils ont appelé, parce que sinon ils se suicident. Tu vois le message. Donc j'ai une idée, il y a un manager, spécialiste de la communication. Eh ben, un matin, ils vont arriver au boulot, eh ben, c'est nous, avec des tabliers, on fera des crêpes et on va leur offrir. Je vous jure, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. J'étais atterré. Ça sert à rien. Tant que le discours n'est pas clair dans l'entreprise, c'est pas la peine de leur offrir des crêpes. On a l'impression que vous foutez de leur gueule. Et ils auraient raison. Donc la question de l'autorité est quelque chose qui rassure plus que les crêpes. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et puis une dernière dimension, la météo à moyen terme, c'est la question du projet d'équipe qui doit être intéressant. C'est pas seulement un projet opérationnel, c'est aussi un projet dit symbolique, c'est-à-dire qui fait référence à l'histoire de l'équipe pour donner des repères en amont. Mais là, on rentre dans un autre domaine qui pourrait nous occuper aussi toute la journée. Donc je vais m'arrêter là. Je voulais simplement, c'était ça mon ambition à moi, c'était de vous donner une approche à la fois plus déroutante dans la question des risques psychosociaux, mais en même temps plus accessible, parce que vous voyez bien que le domaine devient dépsychologisé. En réalité, ce n'est pas au psychologue de s'occuper de la gestion des risques psychosociaux. Il faut surtout dépsychologiser le management et rendre cette dimension au manager. Et on voit bien que sur un manager qu'il faut... Évidemment, si on ne leur apprend rien, c'est pas la peine. Enfin, on peut quand même les former à la gestion des personnalités difficiles. Déjà, ils vont limiter les dégâts. On peut leur apprendre à nommer leur ambition. J'ai fait ça avec des artisans qui, là, ils sont très très branchés sur la question de l'équipe. Quand même. Je leur ai appris à nommer leur ambition. Ils me disent, ça marche, c'est incroyable comme ça marche. On n'aurait jamais pensé que ça marchait comme ça. Donc, il y a un minimum de choses à faire pour s'occuper des risques psychosociaux avant de mettre des psychothérapeutes à tous les étages pour empêcher les gens de se jeter par la fenêtre. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs, à partir du moment où vous faites le minimum, vous verrez que vous pourrez réouvrir les fenêtres. Hein. Il n'y a pas de souci. Spontanément, les gens n'ont pas besoin. Mais bon, voilà, je voulais vous dire tout ça très rapidement, vous avez vu, parce que c'est après qu'il me dit, t'as une heure. Bon, tu rigoles. Bon, j'ai essayé. Merci beaucoup. Bon, merci. Oh, on doit bien pouvoir trouver une question. Ça veut dire du temps pour une question. On a encore, oui, une ou deux questions. Allez. Allez-y. Ah. Je ne sais pas si je dois vous conseiller de le lire, sincèrement. Parce que alors, les deux premiers chapitres sont plutôt sympas, intéressants. Analyse du lien au travail. C'est paru chez Masson. 29,90 €, moins 5% chez la FNAC. Psychanalyse du lien au travail. Il y a une nouvelle policière dans l'histoire. Si vous lisez, si vous dites, oh là là, finalement j'aurais pas dû l'acheter, c'est trop chiant, vous pourrez au moins lire la nouvelle policière. C'est une histoire avec le commissaire Magret. Il fait une enquête sur un mec qui s'est suicidé au travail. Donc voilà. Donc il y a des chapitres quand même qu'on peut lire avec plaisir, ça que je voulais vous dire. Mais au milieu, c'est un petit peu dans le dur la bouteille de gaz quand même. Hein. Vous allez voir. Bon, pour ceux qui liront bien. Pardon ? Mon entreprise de conseil, elle a un site, elle s'appelle Montgolfière Management, devinez pourquoi. Alors le site est en réflexion complète, donc d'ici 3 semaines je pense. Elle est tombée. Non, la Montgolfière ça va très bien, oh là, pensez-vous. Je peux même plus les retenir, mes gars ils sont tellement accrochés au boulot que même ils travaillent le samedi et le dimanche, je leur demande même rien. Je leur dis même arrêtez. Comment ? Ils ont 20 ans, ouais. Non, c'est que des seniors. Hein. C'est que des seniors. La plus jeune, je crois, elle a 32 ans. C'est pas vieux. Hein. Et moi, j'ai 34. Enfin, j'ai eu 34 un jour. Pourquoi est-ce que les Oui. risques psychosociaux, on en parle beaucoup maintenant, est-ce que c'est un effet médiatique uniquement ? Ou est-ce qu'il y a un véritable effet de contexte lié à... Non, il y a un symptôme qui correspond, à mon avis, c'est une hypothèse comme une autre, mais qui correspond à ce que je vous ai expliqué. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir qu'avant, les rôles étaient bien répartis dans le domaine du sens du travail. Il y a un sens du travail, on travaille pour l'idéologie, il y a un mur de Berlin, tu travailles soit pour le côté là, soit pour le côté là, soit pour un genre d'American Way of Life,
soit pour le communisme dans son idéal, etc. Alors, à partir du moment où le mur de Berlin n'est plus là, c'est un peu embêtant, parce que les murs, ça sert aussi à s'appuyer, des fois. C'est ça qu'on avait oublié dans l'histoire. Bon, l'idéologie est plus un soutien. Il va y avoir d'autres. Hein. Il y a un truc qui devient idéologique, c'est par exemple l'écologie. Ça va devenir une grande dimension idéologique, je pense. Idéologique, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ayatollahs de l'écologie, et ça va pas être drôle. Hein. Voilà. Tant pis, hein. Les Y, on leur applique les mêmes recettes ou il faut adapter la sauce? Les avis se partagent. Personnellement, je pense que si on leur adapte la sauce, on va disparaître les Y. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus des Y, c'est des gens au travail. C'est-à-dire des jeunes au travail, il y en a qui sont enthousiastes, il y en a d'autres qui ne sont pas enthousiastes. Mais ceux qui sont Y, il va falloir quand même enquiller le fait que la société a un petit peu évolué, quoi. Hein, et quand l'Internet .2 et tout le bazar, là, oui, ils fonctionnent avec ça, ils sont nés avec ça. On ne va pas faire comme si ça n'existait pas, quand même. Mais globalement, un sujet au travail, quand il a 18 ou 22 ans, il est très accroché à la dimension du projet, par exemple. Il veut un projet intéressant, un projet qui fasse référence à la question de l'utilité, de son fantasme du labeur, du rêve mégalomane. C'est pour ça que les jeunes, ils envoient chier leur chef de service parce que c'est des vieux cons, et ils se précipitent dehors pour participer pendant 2 mois pendant l'été à construire des puits au sel. Donc, toi, tu dis quand même, il doit bosser ce mec-là quand même. Pour que... bon, alors pour l'instant, le rêve mégalomane, c'est pas les entreprises qui l'offrent. En tout cas, elles ne le tiennent pas en considération. C'est un vrai problème parce qu'avant, les entreprises sont habituées à ce que des gens aient leur bouteille de gaz pleine, a priori, on ne va pas s'en occuper en plus, toi. Des stations-service, enfin, monsieur, vous n'y pensez pas. La famille a qu'à s'occuper de ça. Hein, qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école? Alors ça, c'est pas pigé, quoi. Alors, rien. Mais c'est normal qu'on n'ait pas pigé. Ils supportent encore moins les exigences non motivées, hein, les Y. Ah bah les Y, ils veulent de l'ambition. Ils veulent que l'ambition soit nommée très précisément. Or c'est la grosse difficulté des gens qui ont vécu une autre époque, c'est que l'ambition, on n'a pas du tout l'habitude de la nommer. Les artisans que j'ai rencontrés le jour, ils disent mais qu'est-ce que tu donnes comme ambition à tes gars? Parce qu'ils me disaient, les gars, c'est quand même dur, hein, et des fois ils veulent pas, tout ça. Qu'est-ce que tu leur donnes comme ambition? Mon ambition, je sais pas moi, il faut qu'ils bossent quoi. Ils ont un boulot, je leur donne un boulot, ils ont qu'à en profiter quand même pour... toi, nous on crée de l'emploi, tout ça, ben donc je dis mais attends, je veux dire, c'est comme ça que tu as travaillé toi? Elle me dit non, moi je travaille, mais c'est un truc qui me fait plaisir moi. Elle me dit, ah je dis ça y est, j'ai rien dit parce que je sentais qu'on y venait quand même. Il dit, moi ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand le client il arrive, on a fait le chantier, et il dit, bah, vous avez rien fait. Et en fait si, on a placé toutes les prises électriques. Mais c'est tellement bien propre, nettoyé, lissé, etc., que le gars, il s'aperçoit même pas qu'on a posé ces trucs électriques. Et il dit, oh bah merde, elles sont là. Ah bah dis donc, ça m'épate. Il dit, j'aime bien ça. Mais je dis, t'en as parlé à tes gars de ça? Bah, il dit, non, moi je leur dis juste qu'ils ont qu'à faire un boulot propre, puis je les engueule s'ils font pas un boulot propre. Bah, il dit, écoute, tu vas faire une chose. Tu vas raconter à tes gars pourquoi ça te fait plaisir, et qu'est-ce qui te fait plaisir dans cette dimension. Tu vas partager ça avec eux. C'est ton ambition, mais tu vas leur dire. Alors, un mois après, il y avait une autre formation, c'est pas moi qui l'ai assuré, mais il y a le gars qui a dit vous direz à l'autre, là, le grand, là, vous lui direz que ça marche son truc. Ça marche son truc. C'est incroyable, ça marche. C'est juste qu'il s'est mis un petit peu en position de station-service et il a donné quelque chose qui pouvait nourrir le rêve mégalomane. Et les gars, ils font les concours maintenant. Pareil, quoi. Celui où on voit le moins celui qui a travaillé. C'est incroyable, quoi. Travail propre. Alors, par exemple, la question des hommes et des femmes. Mon cabinet à moi, il s'occupe, je vous ai dit, à la fois de faire de l'évaluation de la qualité psychosociale, il s'occupe de faire la formation au management sans risque psychosocial, et il y a toute une dimension de la clinique du travail. C'est-à-dire que où est-ce qu'il y a des gens dont on ne reconnaît pas la question de l'identité sociale. On est allé chez... Ah, vous avez dit... Il avait dit que ça allait sonner? Non, vous avez dit que... C'était jusqu'à 9h15. Donc, Et voilà, on est stressé. J'allais le voir. Il est moins le quart. non, jusqu'à 9h15. Ouais. Il y a un monsieur qui s'occupe de la technique, là, il connaît le truc. On va s'en occuper. Bon, je continue. On a travaillé chez les artisans, et au bout d'un moment, il y a des femmes, des artisans,
qui étaient là aux réunions préparatoires, 1, 2, 3, et qui nous ont dit qu'elles faisaient partie du groupe femmes d'entreprise. C'est qui réunissent les femmes des artisans, qui ne sont pas chefs d'entreprise, elles sont juste les femmes des artisans. Elles nous disent, on aimerait bien que vous nous parliez à nous, monsieur, enfin que vous discutiez avec nous. Donc on est allé à plusieurs avec deux consultantes du cabinet, on les a écoutées. Et finalement, on a bien entendu qu'elle ne voulait pas forcément être chef d'entreprise, elle voulait simplement avoir une place dans la dimension du projet. Et l'idée qu'on a eue, c'était non pas de former les managers d'un côté, et puis d'écouter les pauvres femmes qui sont soumises aux horreurs du machisme ambiant dans l'artisanat breton, du bâtiment. Alors, on a plutôt nous a dit, et si vous veniez ensemble, le couple, participer à des formations communes. Au moins, vous auriez des idées communes pour pouvoir discuter. C'est-à-dire un minimum de vocabulaire commun. Parce que très souvent, les femmes, elles nous disent, oui, lui, il ne fait aucun effort en matière d'autorité. Moi, c'est moi qui suis obligé de récupérer les gars derrière, je m'en mets plein la tronche, puis après, il m'engueule parce que j'ai dit à un gars qui devrait faire plus son travail. Cette dimension-là, on veut dire, on l'a... Excusez-moi, mais c'est pas du tout cette dimension-là. C'est bien. On s'occupe, hein. Dites-moi. Le rapport identitaire entre un homme et une femme, peut-être qu'aujourd'hui, moi je me trompe, mais il y a quand même encore une différence. Il y a un plafond de verre, oui. Alors, est-ce que ça se gère? Est-ce qu'on met tout le monde dans le même seau? Est-ce qu'on gère tout de la même façon? Par rapport justement à ce rapport identitaire fondamental qui peut différer quand même. Il y a des questions de théorie qui sont assez étranges de ce côté-là. Les psychanalystes ne sont pas allés plus en avant sur le Mais globalement, vous savez, il y a une question qui se pose sur la question de la pulsion du travail. Des psychanalystes qui disent, oui, mais les femmes qui restent à la maison, c'est un travail ou c'est pas un travail? Effectivement, le fait de procréer, de faire des enfants, on va dire, c'est plutôt une pulsion qui est du côté de l'amour, du côté de la mère, de la maternité. Voilà, c'est... Bon. Alors, les pulsions, la grosse discussion entre psychanalystes en ce moment, c'est les pulsions sexuelles, celles qui mènent à l'amour, normalement, elles devraient pouvoir se sublimer. Et du coup, c'est quasiment sexuel, érotique, et puis, pop, une petite partie comme ça, qui s'échappe des fois, qui se désexualise, on ne sait pas comment, d'ailleurs, pas ça, et puis qui deviennent la question du travail. Ça s'appelle la sublimation. Et finalement, on se dit, s'il y a une pulsion de travail, peut-être il pourrait y avoir à un moment la sublimation de cette pulsion de travail vers la question de l'amour. Ça s'appelle le travail des femmes à la maison. Et donc, de fait, c'est un travail qui correspond très exactement à quelque chose de pulsionnel et de fondamental. Sublimé, certes. Donc, on doit reconnaître comme une dimension absolument identique. C'est-à-dire que c'est un travail. Alors, cette dimension-là, on va dire, bah oui, mais ça, c'est de la culture qui dit des choses comme ça. Est-ce que les hommes... Je comprends bien votre question. Est-ce que la question du plafond de verre, par exemple, la différence entre les hommes et les femmes, la différence de considération, pourrait s'arranger avec l'idée de la pulsion de travail? Ma réponse, c'est oui. Très franchement, de ce point de vue-là, on pourrait les mettre exactement au même niveau. C'est pas encore ça. C'est la considération. Personnalité difficile, donc. Un homme et une femme qui travaillent dans la même entreprise. Oui. Est-ce que le rapport, justement, dont vous nous avez parlé, doit être appréhendé de la même façon? Oui. Parce que... Pour moi. D'accord. Pour moi, oui, absolument. C'est pour ça. Tout dans le Ma même- première réponse était la bonne. Il y a une différence. Il y a une différence? Pour moi, non. Dans cette dimension pulsionnelle, là, il n'y a aucune différence. La question du travail, c'est un objet interne pour les hommes et pour les femmes. Après, il y a des dimensions culturelles qui valent autour de la question de la différence des sexes, de la question de la castration, que les hommes n'ont pas géré, ou qui gèrent d'une façon hystérique, et qui disent, merde, oh, merde, c'est qui l'a quand même, celui-là? Hein? Bon, c'est bien que ça sert à rien, mais bon... C'est ça, là, pour moi. Enfin, la différence, elle est là, en grande partie. Cela dit, c'est une grande... J'ai l'air de dire des conneries comme ça au passage, mais c'est une dimension très importante de la théorie psychanalytique. La question du constat de la différence des sexes. Et de la façon dont les hommes, culturellement, peuvent en profiter. C'est tout. Alors, mais au final, ma position, c'est celle-là que vous voulez avoir, pulsionnellement parlant, c'est-à-dire, est-ce que les femmes sont dotées, comme les hommes, d'une pulsion de travail? La réponse est oui, 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 absolument oui. Et ça, exactement au même niveau. Et mes femmes, pour moi, à cet endroit-là, il n'y a pas de différence. La façon dont c'est géré culturellement, on a encore beaucoup de boulot à faire. Ça, c'est d'accord.
Mais fondamentalement, pourquoi il y aurait une différence dans cette dimension pulsionnelle? C'est-à-dire, c'est pas une question de sexe, c'est une question d'être vivant. C'est d'être vivant et il y a quelque chose là qui pousse au travail. Alors après, il y a quelque chose qui emmerde tout le monde, c'est la question des enfants. Ah Bon, allez, on va te remercier. D'accord. Merci beaucoup. Ceux qui veulent... Allez-y.